retourne dans mon enfance, c'est marrant. Je réponds à la question en commençant par la fin, en remontant. C'est Benjamin Button le truc. Bienvenue dans Éclosion, le podcast où des professionnels inspirants nous racontent leurs projets de vie et leurs histoires de carrière. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, notre invité, c'est Mehdi Cornier. Et si vous êtes en prépa ou en école de commerce, vous le connaissez peut-être. C'est un entrepreneur à succès qui a une énergie incroyable en plus. À seulement 19 ans, il a créé un des plus grands groupes médias dédiés aux étudiants, 2Empower, avec notamment des marques que vous connaissez sans doute comme Major Prépa ou Business School. Aujourd'hui, à 29 ans. J'ai marqué 28, mais t'as 29 ans. Ouais, j'ai eu 29. Et malheureusement, c'était quand j'avais 18 ans. J'avais pas encore eu mes 19. Ouais, mais 2014. Oui, il continue toujours de s'engager pour l'éducation à travers Empower College, en démocratisant l'accès aux grandes écoles. On va plonger dans son parcours, ses défis et sa vision de l'avenir de l'enseignement. Bonjour Mehdi, ça va ? Bonjour David, super et toi ? Ça va, super. On n'est pas dans le studio aujourd'hui, on est à l'hôtel Le Six à Paris, dans le 6e arrondissement. Donc on les remercie de nous accueillir pour cet enregistrement exceptionnel à Paris. Est-ce que tu peux te présenter rapidement avant de démarrer ? Je m'appelle Mehdi Cornier, j'ai 29 ans et je suis effectivement entrepreneur depuis... j'ai jamais travaillé pour quelqu'un d'autre que moi, donc ça c'est quelque chose de sympathique. J'ai créé effectivement assez jeune un groupe de médias dans l'éducation et ça vient d'une passion que j'ai eue depuis mes 9-10 ans à créer des sites internet sur plein de thématiques diverses et variées, mais que je pouvais pas forcément présenter aux euros des grandes écoles de commerce. D'où la création de Major Prépa effectivement en 2014, qui était la première étape de ma petite carrière professionnelle dans l'éducation et les médias. Du coup, le concept d'éclosion, on va parler un peu de toi, de ta vie, de ta jeunesse, d'où tu viens, et de ton parcours, de ta carrière, et puis après peut-être 2-3 conseils pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça marche ? Go. Allez, et donc toi, t'es né à Trappes, je crois, c'est ça ? C'est ça. Ouais. Et ça ressemblait à quoi ton enfance ? Ma mère, assistante maternelle, mon père ouvrier non qualifié, qui faisait des petits travaux le week-end pour joindre le bout, donc c'était pas une enfance avec beaucoup d'argent. Voilà, mes parents, j'ai toujours vu galérer sur ces sujets-là. On partait en vacances, pas tous les ans, mais quand on partait, j'en profitais. Ouais. Et surtout, je pense que c'est un truc auquel je tiens vraiment aujourd'hui, c'est d'avoir une forme de gratitude, parce qu'on se rend pas compte souvent entre les 18 et 30 ans, on est un peu dans cette période un peu folle où on se construit soi-même et on n'a pas forcément le recul nécessaire pour voir tout ce que nos parents nous ont apporté. Ouais, et c'est vrai que là, je me dis, wow, en fait, ils ont quand même charbonné comme jamais pour nous quand on était jeunes. Ouais. Et c'est un truc que je pense que peu de personnes de notre âge font envers leurs parents, leur famille. Et souvent, on s'en rend compte un peu tard quand ces personnes-là peuvent disparaître ou autre. Et ça, c'est quelque chose que je tiens vraiment à souligner. Tu faisais du sport quand t'étais Ouais, en fait, je suis pas dans une famille très sportive de base. Du coup, j'ai commencé le handball sur le tard, à 8 ou 9 ans. Et par contre, le sport, c'est devenu un truc fondamental chez moi. Après, chez toi aujourd'hui, ouais. À partir du moment où j'ai commencé à créer ma boîte en 2014-15, je me suis dit qu'il fallait que j'ai vraiment cet équilibre-là entre la pratique sportive et l'entrepreneuriat. Parce que si tu veux être... je ne conçois pas qu'on puisse être performant en termes financiers et économiques dans une entreprise sans être performant sur ce qui compte le plus pour soi-même, c'est-à-dire son corps. Des entrepreneurs qui font all-in sur leur boîte et qui ont un physique pourri le payent tôt ou tard. Et ça, moi, je parce que ça te demande quand même beaucoup d'engagement, quoi. Tu as ton taf, donc il faut que tu sois aussi... C'est ça. Et surtout, de corps et d'esprit. C'est ça. Et surtout, dès le début, je me projetais dans le très long terme. C'est-à-dire que j'ai jamais créé des boîtes pour les rendre. Ça, c'est quelque chose qui est aussi fondamental. Souvent, on anticipe un peu peut-être sur la suite, sur comment on entreprend pendant ses études, mais souvent, quand on était à HEC, qui est l'école que j'ai eu la chance de faire, on a ce côté où quand on apprend l'entrepreneuriat, on nous dit, alors vous avez votre pitch, ensuite vous allez tenter de lever des fonds, et puis quand on lève des fonds, les investisseurs en venture capital s'attendent à ce qu'on vende la boîte. Et donc c'est que des aventures où on structure un play sur 4 à 7 ans grosso modo, avec l'idée de créer une boîte pour la revendre. Et donc souvent l'entrepreneur va être all-in pendant 4-7 ans, s'oublier, ne rien faire d'autre à côté. Et ça c'est un truc qui est terrible parce que moi je me suis toujours projeté dans le très long terme, et faire des coups ça m'a jamais intéressé, et la manière dont on enseigne l'entrepreneuriat aujourd'hui c'est ça. Un autre sujet, mais où justement on peut se dire pendant 4-7 ans, allez je m'oublie, je fais pas de sport, etc. En faire. Vraiment c'est un truc à pas faire. C'est un pari qu'il faut gagner, quoi, parce que si 4-7 ans tu vends ta boîte et que tu gagnes pas d'argent, il faut que tu te relances. Sachant que dans 3 quarts des cas tu gagnes pas d'argent, parce qu'avec les clauses de liquidité préférentielles, quand on lève des fonds, on n'a rien. Donc ouais, c'est un peu risqué. C'est clair. Et t'as toujours été intéressé par le monde des affaires, par le business, déjà quand t'étais gamin, ou c'est quelque chose qui est arrivé un peu plus tard ? Je pense qu'un
Enfin, je pense que si, parce que j'ai toujours été fasciné par les chiffres. C'est un truc vraiment très bête. Ouais, vraiment les chiffres, c'est un truc. Je sais pas. Quand j'étais petit, parfois, mais des trucs très bêtes. Hein, ma mère regardait BFM TV à l'époque sur les émissions du matin. Il y avait les tickers des cours de bourse qui apparaissaient. En dessous, là, en bandeau. Ouais, en bandeau. Ouais. Et à l'époque, c'était aussi le cas sur BFM TV. Maintenant, c'est que sur BFM Business. Mais à l'époque, sur BFM TV, il y avait des cours de bourse qui étaient affichés. Et je sais pas, je les retenais tous. Enfin, c'est complètement débile. Ouais, sur les chiffres, j'ai un truc un peu bizarre. Ouais, genre un peu la Forrest Gump, quoi. Ouais, peut-être, je sais pas, peut-être pas au même niveau, mais ce qui est sûr, c'est que ouais, j'ai toujours aimé ça, et du coup, il y a pas mal d'émissions que j'avais pas mal regardé parce que, alors ça, c'est un truc, tu me parlais de l'enfance tout à l'heure. Ouais. Je trouve que il y a un objet qu'on adore critiquer aujourd'hui, qui est la télévision. La télévision, effectivement, si on regarde certaines chaînes, qui d'ailleurs disparaissent de la TNT dans pas très longtemps, oui, on va peut-être pas devenir plus intelligent. En revanche, à l'époque, quand j'étais petit, tous les soirs, on regardait Le Grand Journal de Michel Denisle. Ouais. Et là, moi, j'étais dans un univers où mes parents avaient un vocabulaire, pour être très honnête, très limité. Ma mère nie pas le français, donc en termes culturels, elle est quand même assez loin du jeu. Même si aujourd'hui, elle commence enfin à le faire, et bravo à moi. Et tous les soirs, j'avais accès à une fenêtre d'une heure et demie, où on avait des personnes qui parlaient super bien à la télé. Ouais. Michel Denisot, Jean-Michel Apathy, Yann Barthès qui était chroniqueur à l'époque, Ariane Massenet, Ali Badou. Ouais. Et c'était des modèles de personnes qui avaient un vocabulaire qui était mine de rien riche, qui parlaient de l'actualité. Et moi, à titre personnel, je trouvais ça dingue d'avoir cette fenêtre d'ouverture vers des sujets d'un ordre assez différent, et j'étais accro à cette émission. Vraiment, c'était quelque chose. Ouais, c'était quelque chose qui me. Ouais, je comprends. Je découvrais même, j'apprenais des mots parfois dans les chroniques de Jean-Michel Apathy que je connaissais pas. Ouais. Et très honnêtement, la télé sous ce prisme-là est incroyable. Mais peut-être que ce type de télévision n'existe plus. Bon, il y a peut-être C'est à vous aujourd'hui sur France 5 qui pourrait. Ouais, et puis t'as Yann Barthès qui a le quotidien, tu vois, des émissions comme ça. Bon, après, c'est très différent la télévision. Oui, voilà. Oui, il y a beaucoup plus d'actu. Enfin, un quotidien, le format de la chronique était chouette. Étaler ça sur 1h30, il faut avoir du temps, quoi. Donc, Et aujourd'hui, je pense que les gens regardent peut-être plus de contenu, tu vois, sur YouTube ou des choses comme ça, quoi. Mais avec un niveau général qui est vachement moins bon. C'est moins dans le salon, tu vois, c'est moins sur la télé, c'est moins en famille, c'est plus personnel, tu vois. Et il y a un vrai sujet aussi sur la télévision, c'est un truc aussi. Je réponds à ta question. En posant ta question, j'ai pas répondu, mais là, je reviens à ta question. On ouvre des tiroirs, tu vois. Exactement. Mais j'aime bien les discussions décousues comme ça. C'est bien, c'est émotion. Mais en 2010 ou 11, t'as une femme politique qui s'appelle Rachida Dati qui a écrit un bouquin sur son enfance à Châlons-en-Champagne, il me semble. Et elle disait qu'en fait, tous les soirs, elle regardait le JT, et ses parents, quand quelqu'un essayait de parler, ses parents lui disaient Cash, fermez vos gueules. Mais Cash, ferme ta gueule. Voilà. Tu vas peut-être biper ça, j'en sais rien dans ton podcast, mais c'est ça. Et personne ne devait parler pendant le JT. Et elle disait, en fait, c'est paradoxal, mais par conséquent, à la maison, là ou dans d'autres familles, ou qui seraient peut-être d'un niveau social un petit peu supérieur, t'aurais tes parents qui te racontent la vie du collègue de bureau qui est inintéressante. Comme c'était le JT sacré et que chacun devait se taire, finalement, t'avais quand même une manière de voir le monde qui est différente. C'était un peu comme ça. C'était un peu sacralisé, quoi, ce moment-là. Ouais. Et chez mes parents, c'était un peu ça, le grand journal après le JT. Et en vrai, en termes de, ne serait-ce qu'au lycée, en termes d'actualité, d'ouverture en histoire géo, etc. J'étais chaud. Vraiment, j'étais plutôt chaud. Parce que moi, depuis le collège, le soir, je regarde tous les JT, je regarde la télé, etc. Et c'était chouette. Aujourd'hui, t'as un sujet, tu parlais du YouTube, et j'y reviens, mais c'est que aujourd'hui, tu as des créateurs de contenu qui s'accordent une certaine légitimité, qui, en termes d'approfondissement du niveau, sont beaucoup moins bons. Et par exemple, à cet égard, je peux vous imaginer des personnes qui pensent maîtriser l'actualité parce qu'un compte Instagram va mettre 6 slides par jour et on pense tout savoir. Et par exemple, alors, le créateur est génial, il fait quelque chose que j'aime beaucoup, Hugo Décrypte, mais quand je vois des potes aujourd'hui qui pensent maîtriser l'actualité parce qu'ils regardent tous les jours pendant 1 minute 30 les 6 slides d'Hugo Décrypte, ça marche pas. On n'a aucune profondeur de compréhension sur le mot. Donc c'est un petit sujet. Voilà. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et du coup, tout ça t'a aidé finalement à créer ta propre culture, ta vision du monde et du business. C'est ça qui t'a donné envie d'intégrer HEC ou... Ouais, il y a plusieurs choses. Premièrement, c'est au CDI du lycée, il y avait un abonnement à Challenge. Et c'était très bête, mais il y avait un truc sur c'était le classement des 500 fortunes. Ça existe encore. Chaque année, les 500 plus grandes fortunes de France 500 plus grandes un classement. Et il n'y avait que des entrepreneurs. Donc je me disais, tiens, c'est marrant.
fait, ouais, peut-être que le salariat, c'est pas, c'est pas le truc le plus dingue. C'est pas avec un salaire que tu deviens riche. Mais c'est même pas super difficile de devenir riche, c'est juste déjà de joindre le bout, parce que moi, quand j'étais petit, mon argent de poche, je devais le faire moi-même, j'avais des petits sites internet qui tournaient et je gagnais entre 40 et 200 € par mois, j'étais content. Et ça, c'était pas trop mal. Et surtout, je voyais que il y avait, qu'il y avait d'autres modèles que le salariat aussi pour s'épanouir. Et surtout, j'avais été dégoûté du salariat par un truc complètement absurde. Stage de 3e, je fais une semaine dans la boîte de mon père. Il bosse chez Laboraco, c'est une boîte allemande qui est un distributeur de matériel pour du nettoyage industriel et autres, des entretiens. Et faisait quoi dans cette boîte? Mon père, il est homme à tout faire. Il fait le jardin, les parcs, etc. Ouais, tu vas en 3e pour faire le stage. C'est ça. Et du coup, je suis en shadow, dans l'atelier de préparation de commandes, etc. Et en vrai, je me donne. Enfin, vraiment, je pense que je suis plus productif que les. Bon, après, en même temps, ils font ça depuis des années. Oui, au bout d'un moment, ils en ont marre. Voilà. Et j'étais chaud. Vraiment, sur la semaine, j'avais bossé comme jamais. Et à la fin de la semaine, il y a le petit point dans le bureau, etc. Et je lui dis, bon, bah, il y avait des potes de 3e qui avaient des mini-gratifications, un bon Fnac, un truc comme ça. Je dis, bah, moi, cette semaine, j'ai bossé. Enfin, j'avais vraiment bossé comme un fou. Même la pause de midi. Quelque chose. Et à la fin, il me dit, non, on fait pas ça, mais voici un stylo. Et là, je me suis dit, what? Et jamais de ma vie je fais ça. Alors, tous mes potes avaient eu des petits. C'était assez classique en 3e, pour ceux qui étaient dans des boîtes un peu industrielles comme ça. Tous mes potes de classe, de collège, avaient eu. Des bons, des places de cinéma, des trucs comme ça, ou un bouquin, ou un truc comme ça. Et moi, un stylo. Je me suis dit, waouh, c'est du foutage de gueule. Et donc, cette personne est partie de chez Laboraco, fort heureusement d'ailleurs, parce que ça pouvait démotiver aussi, mais pas que moi, parce que moi j'ai eu sur une semaine, et peut-être d'autres personnes. Et c'est vrai que j'avais trouvé ça dingue, et je me suis dit, le salariat, c'est du vol. Et donc, c'était un peu à ce moment-là, je me suis dit, ok, donc en fait, dans ma vie, soit je bosse pour réaliser mes rêves, soit je bosse pour réaliser les rêves d'autres personnes. Et donc, jamais de ma vie, je bosserai pour quelqu'un. Mais ça, c'était dès le lycée, je savais que j'allais pas bosser pour quelqu'un. Dès le lycée. Et tu parles de site internet, tu vois. T'es un peu geek, c'est ça? Ouais. Pour le coup, j'avais appris sur le site du Zéro, qui est devenu Open Classroom depuis. Très bien. Quand j'étais tout petit, HTML, CSS, etc. Donc pour mettre en page, en forme de site internet. Et en fait, très vite, je me suis plus intéressé par le contenu que le contenant. Et donc, j'ai créé des sites sur des verticales un peu marrantes, plutôt divertissement quand même. T'as commencé à quel âge? À 10 ans? En fait, il y avait un. À peu près. On retourne dans mon enfance, c'est marrant. Je réponds à la question en commençant par la fin, en remontant. C'est Benjamin Button le truc. Et non, du coup, à la maison de quartier. Auguste Renoir, à Guyancourt, il y avait un ordinateur en libre accès à 8-9 ans. Et là, je découvre Internet. Et moi, ce truc-là, ça me fascine. Vraiment, c'était... t'as un ordi, t'as des sites qui s'affichent et t'as un univers de contenu qui est dingue. Et moi, je trouvais ça fou. Enfin, vraiment, le site de Yahoo en 2003-2004, c'était une dinguerie. C'est une porte d'accès vers le monde. Ça ressemble un peu au site Bing d'aujourd'hui. Bing Actu, etc. Et sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas. Et c'était une folie. Et surtout, créer des sites internet. À l'époque, les sites étaient relativement basiques. Et donc, avec un peu de HTML, CSS, tu pouvais créer ton site. Donc, j'étais passé par première solution de blogging. À l'époque, tout le monde faisait des skyblogs. Moi, il y avait un truc qui s'appelait Populus, qui permettait de faire des sites un peu plus construits, Populus.ch. Je sais pas si ça existe encore, peut-être ou peut-être pas. Donc, j'ai commencé à faire mes premiers sites comme ça. Ensuite, j'avais créé des communautés sur un jeu de football qui s'appelait Click et Shoot à l'époque. C'est l'équipe qui a créé Virtual Regatta. D'ailleurs, elle vend des globes en ce moment. Et c'est l'équipe qui a fait Virtual Regatta, qui à l'époque avait fait un jeu de foot en ligne qui s'appelait Click et Shoot. Et j'ai joué quand j'avais 9-10 ans, quoi. J'étais tout petit. Et sous le pseudo Social18, je m'en souviens encore. J'étais pas trop mauvais dans le jeu là. Et en revanche, ce qu'il y avait de vraiment chouette, c'est que tu pouvais créer des sites sur ce que t'aimais. Et en fait, sur Internet, t'as pas d'âge. T'es un peu qui tu veux. Et c'est vrai que j'ai commencé à 12-13 ans aussi à rédiger des articles en SEO pour des sites en ligne où je me suis passé pour Paul, 25 ans. Et j'avais 12-13 ans. Et c'est comme ça que par article. Et tu t'es rémunéré pour faire ça? Ouais, je gagnais 15 balles par article de 800 mots. Mais sauf que 15 balles pour moi c'était énormissime. 15 balles, quand t'as 12-13 ans. 12-13 ans. Ouais, c'est une folie, tu vois. C'est une folie. Et donc je rédigeais des articles et c'est comme ça que je me suis plus intéressé par le contenu que le contenant. Et d'où peut-être à la fin le fait de faire ma prépa avec un CMS. À la fin, j'ai découvert WordPress à 13-14 ans. Tous mes sites ont été WordPress après. Même là, j'ai redécouvert Webflow, ça m'a énervé, WordPress. Voilà. Et comment t'intègres HEC? Ce qui t'a motivé Moi, en terminale, j'avais soit une option, je suis quand même passionné par les sciences et les maths, donc soit j'allais en voie ingé, soit j'allais en voie commerce. La réalité, c'est que les écoles de commerce sont plus faciles à voir que les écoles d'ingé. Si on prend l'X, il y a
à peu près 400-500 places pour 20 000 étudiants, qui pour moi sont meilleurs que les 10 000 qui vont en prépa HEC, qui a aussi 380 places. Je me suis dit, en termes de proba, calcul, autant aller en prépa HEC. Et encore, en terminale, avant de connaître la prépa, parce que j'avais mis mon dossier sur des forums sur Internet, c'était le forum Tom's Guide. Je sais pas s'il existe encore le forum Tom's, je sais pas, Tom's Hardware, Tom's Guide, je sais pas, faut voir. Je crois que ça existe encore pour le coup. Et en mettant mon dossier, on me dit, mais tente les prépa écoles de commerce. Je connaissais pas du tout, et pour moi, les écoles de commerce, c'était, il y avait HEC qui était mentionné dans les articles, etc., mais pour moi, c'était pas accessible dès la terminale, par les prépas, je connaissais pas. Et les profs disaient, bon, c'était à peu près compliqué partout en médecine. Bon, moi, le sang, no way. Bon, je file de ça. J'ai pas une phobie, mais me voir faire de la médecine au quotidien. Non, c'est pas mon truc. Ouais. Et puis, on est peut-être moins utile pour le monde d'ailleurs, mais en tout cas, c'était pas envisageable. Et après, je connaissais les prépas ingé, mais pas les prépas commerce. Et donc, sur Internet, je découvre les prépas commerce et je me dis, ça peut être pour moi. T'étais déjà pas très bien renseigné, enfin, il n'y avait pas. Mais t'as rien. Et à l'époque, il n'y avait pas de site autour de ça aussi. Il y avait un forum qui s'appelle prepahec.org, qui existe encore, mais qui remplit de spam aujourd'hui malheureusement, où il y avait des échanges. Et quand je découvre la prépa, du coup, je me suis renseigné par ce forum-là. Mais sinon, aujourd'hui, et puis la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les écoles post-bac ont de tels budgets marketing que quand tu es lycéen, tu as envie de t'orienter, tu es constamment sous le marketing de ces écoles qui ont des moyens énormes et colossaux et qui t'orientent vers des perspectives professionnelles pas dingues. Et donc, ça, on en type peut-être la suite, mais c'est un énorme sujet. Et donc, moi, en terminale, donc je me retrouve en prépa. Je veux absolument voir l'internat, du coup, j'intègre la prépa du lycée à la Bruyère. Alors que j'aurais peut-être pu aller ailleurs en prépa dans des meilleurs lycées, mais je pouvais pas me payer de chambre parce que c'était ricrac. C'est Versailles, ça? Ouais, à la Bruyère, on est entouré de Ginette, Hoche et Grandchamp. Donc c'est la petite prépa de Versailles qui éclate tout le monde en sport, mais qui se fait éclater au concours, tu vois. Et à ce moment-là, c'était chouette parce que je découvrais encore un autre univers à l'internat. Ça coûtait 400 € par trimestre, donc c'est quelque chose que mes parents aussi pouvaient. C'était accessible. C'était accessible et surtout que c'était une époque où mes parents s'étaient impliqués énormément et ma mère tenait à ce qu'elle paye l'internat, etc. J'ai dit, mais on se mérite, etc. Et puis j'ai acheté mes bouquins, etc. avec. Et franchement, la prépa, c'était une dinguerie. Vraiment. Enfin, il y avait une ambiance qui était chouette. Il y avait une émulation, et puis surtout à la Bruyère, le fait est que comme le niveau est très hétérogène, la Bruyère intègre de manière générale, alors un peu plus fréquent maintenant des parisiennes, mais à l'époque c'était vraiment EDEC Lyon jusqu'à INSEE qui est séparé. Donc c'était très large en perspective d'intégration. Et c'est vrai que c'est marquant quand même. Pour ça, c'est des sujets qu'on écrit dessus sur Major Prépa il y a belle lurette. Et donc je suis en deuxième année de prépa. Et c'est là que je crée Major Prépa justement, parce qu'il y avait des entretiens qui approchaient. Je voulais avoir un média qui ne parlait pas de thématiques un peu débiles comme ce que j'avais fait jusqu'à présent. Et en même temps, je voyais qu'il y avait pour les prépas que des sites internet payants. Et c'est vrai que moi, ça me titillait. Il y avait des sites comme Club Prépa qui appartenaient à IPSUP. Qui faisait payer des fiches qui étaient de niveau discutable d'ailleurs. Des fiches de révision. Il y avait ça, et puis il y avait toute une industrie de soutien aux préparationnaires. Avec à Versailles à l'époque, il y avait quelque chose qui s'appelait Optimal Subspé, où grosso modo, si tu avais de l'argent et tes parents étaient prêts à payer 2 000 ou 3 000 € par an, tu avais des cours de maths en plus de tes cours de maths classiques. Bon, c'est pas l'arrière, ceux qui sont allés là-bas, on n'a pas eu de bonne note au concours, quasiment tous. C'est drôle. Mauvais investissement. Investissement pourri. Ils ont fermé à Versailles après, on se demande n'importe quoi. Mais non, c'était quand même quelque chose d'assez déroutant de dire qu'en prépa, qui est quelque chose que Napoléon a créé pour que les gens ayant le plus de mérite aient les meilleurs postes de l'État, soit devenu une industrie ou le privé, et où la capacité de tes parents à t'accompagner au concours ait un impact sur ta performance au concours. Moi, c'est un truc qui me dépasse. Aussi parce que je faisais partie de ceux dont les parents ne pouvaient pas... T'es un peu militantiste un peu, non? Ouais, clairement. Mais Major Prépa, je l'ai vraiment créé en me disant, en termes de site internet, il faut que j'ai un truc de nouveau. Et surtout, si je peux défoncer ce qui m'empêche, moi aujourd'hui, de réussir le concours, je le fais avec plaisir, mais avec délectation totale, avec la délectation la plus totale. Ça, c'était vraiment mon objectif. Et donc, première, deuxième année, donc là, j'ai les decks. Après, en prépa, je n'étais pas hyper assidu. En deuxième année et donc je cube en me disant j'ai vraiment envie d'avoir la meilleure école et là en fait mon travail consistait à écrire pour Major Prépa en cube. Vraiment c'était super simple. Je savais que j'avais pas bossé la culture générale, que j'avais été très perfectible en langue et donc je me suis dit allez go, je pars, je me bouge. Tu te mets à fond sur... tout. Parce qu'en fait si tu vas avoir une école de top 5, être bon en maths suffit.
tu vas avoir HEC, il faut être bon partout. Tu veux pas avoir de gros points faibles, et tes gros points faibles, c'est à 10-11, mais pas à 5. Sinon, tu passes en dessous de la barre d'admissibilité. Et là, j'étais assez serein. Et 13 et quelques. La barre HEC, non, elle est plutôt à 14-2, 14-3. Je crois que mon année, j'avais eu pas loin de 15. Mais maintenant, il y a un point bonus pour les carrés et une pénalité pour les cubes. Donc, c'est un peu changé. Ah ouais, d'accord. Et t'as un peu plus de place qu'avant aussi. Et bref, du coup, on a beaucoup parlé de la prépa, mais peut-être aussi, donc en prépa, finalement, dernière année, je passe les concours. C'est très drôle, au lycée Hoche, le matin, il y a les épreuves. Le midi, je mange, je sais pas, je me fais un McDo, j'écris des contenus sur leur repas. Le sujet de mathématiques était relativement aisé. Le sujet de géopolitique, c'est vrai comme ça. Et en fait, à l'époque, comme c'était le seul site qui traitait des prépas, qui était animé par quelqu'un qui connaissait le milieu, je revenais à 13h30 pour les épreuves de 14h. Je voyais tout le monde sur son téléphone en train de lire l'analyse de ma prépa. J'étais anonyme à l'époque. Et donc je voyais. C'était toi. Non, c'était à côté d'eux. Et j'étais à côté et ils disaient major prépa parce que je mettais le sujet directement après la fin de l'épreuve. J'allais voir les voies économiques pour demander un sujet pour le poster directement en ligne sur major prépa, etc. Et en plus j'étais pas forcément anonyme à l'époque, juste j'avais pas mis en description que j'étais aussi préparationnaire à l'époque. Et c'était super drôle de voir tout le monde dire ça. Et le dernier jour avec mes voisins de table, parce qu'ils faisaient que dire major prépa ils ont fait ci, major prépa ils ont écrit ça, etc. Je dis les gars, major prépa c'est moi. Et donc ils se disent le traître. C'est pour ça que t'as dit que c'était facile la culture G, parce qu'il y avait un sujet, c'était le crépuscule de la vérité. Moi j'étais passionné de météorologie, le crépuscle, je savais ce que c'était. Et avec civil, nautique, astronomique, 6-12, 10 degrés sous l'horizon. Et j'avais mis un truc du style, il est évident quand on aime la manière dont le monde fonctionne que l'on sait que le civil c'est 6, le nautique. Et puis les gens étaient là, non mais attends, ils ont écrit un truc. Alors que quand le sujet a été donné, d'ailleurs c'est un truc, tout le monde disait c'est quoi le crépuscule, c'est quoi le crépuscule. Et ils étaient tous comme ça dans la salle d'épreuve, donc c'était très drôle. Et là tu leur dis que c'est toi. Genre à la fin je dis que c'est moi. Et surtout au concours, les admisseurs connaissaient déjà tous le site. Non, en fait, oui c'était marrant, plus que jubilatoire. J'ai pas de fierté avec ça, mais c'était juste très drôle de se dire que pendant les concours, moi c'est aussi une manière de vivre les concours de manière rigolote parce que j'ai toujours aimé créer des contenus. Et donc là je me disais, tu passes tes concours et autour de toi tout le monde est matrixé par ton site, tu vois. Et ça c'était vraiment très drôle. Et puis après du coup pendant les concours, pendant un mois, donc entre mai et juin t'as un mois de latence et je fais des interviews d'étudiants en école. Enfin pour me renseigner sur les écoles, je fais des interviews, je publie ça sur le site, etc. Et je passe mes euros, tout le monde connaissait mon site, tu vois. Et ça c'était un truc qui est quand même assez marrant. Ça devient la référence et tout. Et de loin c'est le site qui fait le plus de trafic de tous ceux que j'avais un mois après la création. Ouais mais c'est parce que t'as du contenu. Je me donnais quoi. Tu te donnes, en plus t'es jeune, tu parles à des jeunes, tu vois. Enfin, c'est sincère. Et surtout, on avait une chance, c'était que la concurrence était complètement aux abois. On avait un média qui à l'époque s'appelle toujours Espace Prépa. Et la réalité, c'est que ils sont pas en prépa, donc ils pouvaient pas. Et d'ailleurs, il y avait une journée de temps, Stéphanie Weisman, que j'ai fini par recruter à la fin pour major prépa d'ailleurs, parce qu'elle est vraiment top. Et elle est toujours incroyable. Mais si t'as pas cette expérience académique de la prépa, tu peux pas parler aux prépa. Et donc là je découvre après avoir créé mon média quand même après 3 ans de prépa qu'il y avait effectivement ce média Espace Prépa qui existait, alors que c'était le média de prépa numéro 1, que j'avais créé un média sur les prépas. Je découvre qu'il y avait je découvre qu'il y avait un média. En fait, tu le faisais parce qu'en SEO ils étaient absents, il n'y avait pas de page Facebook à l'époque. Il n'y avait pas de page Facebook d'un média prépa entre 2014 et 2017. Je te dis, et puis à l'époque, Facebook c'était the place to be pour le coup. Et donc voilà, et donc j'arrive en école. Je me dis, j'ai un truc qui commence un peu bien marcher. J'avais aussi une boîte qui faisait de l'import de chaleur solaire et batterie externe de Chine. J'avais créé ça en prépa aussi. C'est pour ça que je bossais justement pas énormément en première deuxième année. Je décide de fermer ça, juste avant Pokémon Go, où tout le monde justement prenait des batteries externes, etc. Et je me dis, allez go, je fais all-in sur le média, en me disant que maîtriser le SEO me permettrait d'aller bosser chez Google et que maîtriser les réseaux sociaux peut être chouette pour bosser chez Meta. C'était vraiment la manière dont j'avais construit d'aller bosser dans la tech, quoi. En Californie. Ça me fascinait comme écosystème. Et c'était une époque où j'écoutais pas mal de podcasts anglophones d'entrepreneuriat. Et ça m'inspirait comme jamais. T'as NPR, qui est un podcast d'entrepreneuriat, la radio nationale américaine, qui est un podcast sur l'entrepreneuriat. Il y avait des podcasts comme... c'était la vague. C'est fascinant. Mais ça me fascinait. Et mon but, c'était vraiment de pouvoir voyager là-bas et d'avoir un CV pour le faire. Donc il faut que j'excelle sur Facebook, sur les réseaux sociaux, et que j'excelle en SEO pour ensuite dire, un CV Google où tu mets j'ai monté mon site à 200 000 visiteurs annuels à 20 ans, c'est cool, tu vois. Donc je me suis dit que ça pouvait être différenciant.
Et en fait, tu as une école qui est en 2016, qui est l'actuelle BSB, qui vient nous voir et qui nous propose Dijon, en premier. Ouais, c'est Dijon-Bourgogne à l'époque. Qui nous propose quelque chose et qui nous dit on a une queue de budget, on aimerait bien investir chez vous. Et là, il nous propose avec Dimitri qui m'avait rejoint, c'était un rédacteur à l'époque, qui a fait même lycée, même prépa que moi, avec un an de moins. Et donc en cube, on s'est retrouvés ensemble. Donc on commençait à publier des contenus de jeux politiques. Enfin, il commençait à publier notamment des contenus de jeux politiques qui étaient sa passion. Et il était excellent, notamment en colle à l'oral. Il était vraiment très très bon en prépa, un peu moins à l'écrit malheureusement. Mais et il avait cette par contre, il avait cette capacité à structurer une pensée et à être très clair dans son expression. Beaucoup plus que moi d'ailleurs. Et donc là, on se dit pourquoi pas travailler ensemble dessus à la fin de première année. Et donc cette école nous propose un budget qui est 6 fois ce qu'on avait en tête, en disant c'est que de budget, on n'a plus d'argent, c'était 3 000 € à l'époque, si je me souviens bien. Et on leur fait un plan de com qui explose tout le monde. Enfin, ils voulaient battre ICN à l'époque, ça faisait 8-9 ans qu'ils étaient derrière eux. Et là, ils explosent tout le monde. Et je sais que le lendemain, des résultats SIGEM, on a eu des appels de je ne sais combien d'écoles et on a fait simple, on a dit on va prendre une école par groupe concurrentiel qu'on va vraiment aider pour montrer que soit tu bosses avec nous et t'es bon, soit tu bosses avec nous et t'es pas bon. Et c'est là je crois qu'on s'est connus, il me semble, juste après, parce que il y avait la sortie du Major je crois. Ouais, exactement. Et on avait fait une folie, c'était les journées de la culture générale avec Alain Finkielkraut de la philosophie et Adèle Van Dreit. Et ça c'était fou, là tu vois c'était un truc où tu vois, le SCPO recrutait des prépas à l'époque. La grosse blague, c'était tu vas rater tes concours, tu vas le SCPO. Et Sébastien Cholteau avait osé à l'époque prendre ce parti pris-là, parce que tu as beaucoup d'écoles qui n'assument pas leur réputation. Et il s'est dit, on va vous montrer que non, et avec pas mal d'autodérision, mais une capacité à montrer que l'école crée de la valeur pour l'étudiant. Ça, c'est vraiment le plus important. Et typiquement, sur la journée de la culture générale, on avait un deal qui était incroyable avec David Léonard, que je remercie aussi, où il avait pris en charge tout le matériel qu'on avait utilisé par la suite pour faire des lives, en échange du fait qu'on couvre l'événement. Je sais pas si tu sens ce truc-là. Et sur toute la journée, on n'a pas eu un commentaire négatif sur l'école, que du positif. Alors que nous, on craignait, on avait même dit à quelqu'un à Paris, attends, mais faut que tu sois là pour réguler le flux, on sait jamais s'il y a des commentaires, parce qu'il y avait des tables, il y avait le logo SCPO partout, et puis quelque chose, Adèle Van Dreit était kakémono, tout SCPO, etc., tout brandé. Et en fait, il y a eu que du positif sur la journée. Et ça, c'était quand même un truc de fou parce que même les vidéos de replay de conférences ont été vues des milliers de fois et ça avait marqué l'écosystème de manière positive. On avait même diffusé, je crois, le guide de culture générale avec le Major au tout début. C'était le tout début du magazine. On l'avait mis un petit filet en plastique pour tout retenir. Et c'était une folie parce qu'il y a eu que des retours positifs. Et il me semble que cette année-là, d'ailleurs, l'école a rempli. L'école a éliminé des candidats et je me souviens même de messages de candidats qui nous disaient en juillet après le TIGEM on m'a dit à l'ESCPO que si je passais les euros je serais prise parce que les admisseurs disaient qu'il n'y avait pas de souci pour remplir et en fait l'école avait éliminé une vingtaine de candidats donc ça c'était quelque chose de fou et c'était comme ça que créer de la valeur en premier pour l'étudiant par du contenu intelligent et pour les écoles aussi qui finançaient ça et tout le monde était gagnant donc c'était comme ça qu'on a construit Toon Power avec Dimitri après. Ouais, en fait c'est ça, c'est que tu as créé ta place de marché et il n'existait pas de médias spécifiques à l'époque sur les prépas, tu as commencé à bosser avec les écoles et là c'est là que ça a commencé à décoller quoi, Major et puis feu. Et puis voilà. Et puis voilà, on est là quoi. Et après tu montes Toon Power. Ouais. En fait en étant en école, je me disais c'est bête, j'ai un site pour les prépas, j'ai pas de site pour les étudiants qui sont en école, c'est la continuité donc Major prépa et puis ensuite en décembre 2015 c'était sur un ordi de la fac d'Orsay parce que j'avais fait une licence de maths parce que je n'avais pas les thunes pour aller en échange donc j'ai fait une licence parce que soit tu fais licence soit tu fais échange et je m'ennuie sur un cours de Python et je me dis faut que je crée un site sur les écoles. Je me dis hey attends business school ça ressemble à business cool et jeu de mots pourri tu vois et je me dis je vais créer un site sur les écoles qui s'appelle business school donc je suis en cours il y avait le prof j'ai créé en cours business school et vraiment sur un jeu de mots pourri que j'ai en tête je me dis business school c'est un bon cool et du coup j'ai littéralement au début du cours j'ai cette réflexion complètement débile et j'avais eu je crois la veille en cours mais au début du cours je me dis je vais vraiment le faire ce site débile je demande à mes potes autour de moi ils me disent vas-y c'est marrant et tout et je crée la première version de Business School en décembre 2015 janvier 2016 je sais même le premier article que j'ai écrit c'est t'enchaînes direct quoi. Ah ouais, et le premier article c'était sur le fait que Stanford offre les frais de scolarité aux gens de la classe moyenne, je m'en souviens encore, j'avais écrit en cours cet article-là, donc c'était marrant, et ça c'était peut-être un cours en janvier. Le temps ça, c'est quoi justement ta ligne éditoriale, c'est un peu... ma ligne édito c'était on aide les étudiants et pas de bullshit, parce que le bullshit dans le monde de l'enseignement supérieur, c'est quand même un truc...
on peut en parler, c'est quand même un truc qui est omniprésent. Et ça me rendait fou. Ouais, d'où d'ailleurs pas mal de noms d'école, on évite le BS à la fin, alors ça va. Mais c'est un truc qui me rendait fou parce que c'est un sujet, c'est une portée aussi pour Empower College, on pourra en parler plus tard, mais on a cette capacité qu'ont beaucoup de médias aujourd'hui à utiliser un article, tu pourras changer le nom d'une école, changer les adjectifs que tu mets en tirant un random, et le même article pourrait être fait le même article, tu peux l'utiliser pour n'importe quelle école. Et justement, à l'époque, avec Major Prépa, c'est ça qui me rendait fou, c'est que, tu vois, j'étais venu à Pau. Il y avait Sébastien Changelot qui était là-bas, on a vu, et moi je connaissais pas cette ville. Pour moi, Pau, c'est François Bayrou, il y a un Grand Prix de Formule 4 à l'époque, Formule 3 peut-être d'ailleurs. Ouais, Formule 3, Et je découvre cette ville, et je me dis, mais c'est vraiment, j'ai en plus avec mon voisin de chambre qui commençait à bosser pour Major Prépa à l'époque, le Baptiste de Lausson, on débarque à Pau, et on se dit, mais cette ville, c'est une dinguerie. Cette école, c'est une dinguerie. Sauf que tu pourras jamais le transmettre aux étudiants si tu es dans les termes bullshit et si tu viens pas sur place. Et si tu n'es pas dans la logique d'un étudiant, ce que tu cherches. Exactement. Et tu vois, tu as un vrai sujet, c'est que, par exemple, une école comme les CEPO, comme c'est pas une école qui a un volume d'étudiants, c'est pas une mastodonte, tu as 15 000 étudiants, tu as un accompagnement qui est dingue. Et c'est vrai que si tu illustres pas en venant sur place, en créant du contenu sur place, en rencontrant les gens sur place et par de la vidéo, à l'époque, tout se faisait en article, les vidéos. C'était des agences qui vendaient ça à 20 000 euros, mais de la vidéo, moi j'avais même mon couteau, une caméra, un micro, etc. et je filmais, tu vois. Et rien que ça, c'était novateur pour l'époque. Bien sûr. Personne ne filmait les écoles. Donc là, en fait, t'as enchaîné direct Major, et après tout Empower. C'est ça. Et du coup, donc Business School, c'est dans la continuité d'un Major Prépa. Major Prépa, t'es en prépa, t'as le site pour les prépas, t'es en école, t'as plus rien. Bah non, t'as Business School. Et ça vient d'un jeu de mots tout pourri que j'avais trouvé en tant qu'étudiant, où je trouvais rigolo que Business School sonne comme Business School. Donc School COL. Et en m'ennuyant à l'université de Dorset, où j'avais fait une licence parce que j'avais pas forcément l'étude pour aller en échange, et HEC faut faire soit échange soit licence, je l'ai créé en cours d'informatique Python en décembre 2015. Donc en licence tu crées le site Business School. C'est ça, en me disant j'ai Major Prépa, j'étais en prépa, je suis en grande école, ça fait 4 mois, je vais créer un site pour les écoles. Exactement, pour les étudiants en grande école déjà. Logique. Donc, voilà. Et dans la continuité. C'est ça, et l'idée c'était de pouvoir faire en sorte que l'audience de Major Prépa puisse se déporter sur Business School, sachant que on avait fait des trucs assez marrants à l'époque où tu pouvais, pour consulter du contenu, devoir liker une page. Et donc automatiquement l'audience se déportait. À l'époque, pour avoir accès aux interprétations de rangs Major Prépa à l'issue des écrits ou des oraux, enfin tes rangs écrits et tes rangs oraux, à l'époque tu pouvais loquer par le fait de liker une page Facebook. C'était une dinguerie ça, en 2016-17. Et du coup, dès que tu voulais, on avait fait tourner des petits modèles statistiques pour, à partir de ton rang 0, pour deviner si tu allais être admis dans une école ou pas. Ça marchait d'ailleurs très bien. Et il fallait liker la page de Business School pour être dessus. Donc automatiquement, toutes les personnes qui étaient en prépa ont liké la page de Business School. Je me rappelle de ça. C'était une dinguerie en vrai. Franchement, en termes d'acquisition d'audience, t'en as, dans la journée, on prenait, sur les 2-3 jours d'admissibilité, on prenait 7000 likes sur Business School. Tu m'étonnes. Et les 7000, c'est les 7000 prépas qui vont entrer en grande école. Donc après, quand sur la page Facebook, tu mets des contenus d'école, ça les intéresse. Après, et donc, t'as hacké ton marché. C'était simple. Tu sais que ça faisait des années que je m'étais passionné de cette anecdote, tu vois. On a bien fait de... C'était ouf. En gros hacking, là, pour le coup, à l'époque, je lisais pas mal de bouquins sur le gros hacking, etc. Et c'est vrai qu'à l'époque, où l'Union Européenne faisait d'autres choses que passer son temps à réguler RGPD, etc. On faisait des choses vraiment chouettes en acquisition. Et même pour l'étudiant en termes d'audience, sur son Facebook, est-ce qu'il préfère avoir une publication complètement random ou une publication qui concerne ce qui l'intéresse, qui le concerne, qui est personnalisée, quoi. Exactement. Sur ses intérêts. Voilà, on a encore une Union Européenne qui vient de voter un truc pour faire en sorte que les gens puissent dire je ne plus aucun cookie, plus aucun ciblage, etc. C'est con parce que même en termes de ciblage, et de pertinence du feed pour une personne, quand tu pouvais faire ce type d'optimisation, ton feed était hyper intéressant. Alors qu'aujourd'hui, il le devient. Après, tout le monde accepte les cookies. Non. Non. Non, en vrai, t'en as peut-être 2 tiers. Ah ouais. Non, t'en as quand même un bon tiers, je pense, qui est refusé. Ah ouais. Ouais. Bon, je sais pas, faudrait que je reprenne mes stats. Mais et après, donc, parce que là, on va vraiment parler du présent là d'aujourd'hui avec Empower College. Mais jusque-là, c'est quoi les valeurs qui t'ont animé et qui continuent de t'animer aujourd'hui, tu vois, depuis le début? Il y en a plusieurs. Premièrement, je dirais que je suis attaché à une forme d'excellence. J'aime pas forcément ce mot-là, mais j'aime bien que les choses soient bien faites, entre guillemets.
Bien fait, bien pensé, bien fait, bien exécuté. Ouais. Et tu vois, je pense qu'on est dans un univers, notamment l'enseignement, enfin l'éducation, où ce que l'on donne en termes de contenu a une influence qui est énorme sur des jeunes qui n'y connaissent rien. Là, je sors de 3 jours de salon, je me rends compte que si j'étais un escroc notoire, je pourrais vendre tout n'importe quoi. L'audience est très docile, elle est très naïve, elle ne sait pas elle est naïve parce qu'elle n'a pas connaissance, et il y a tellement d'offres aussi, tu vois. C'est ça, et pour autant, il n'y a jamais eu autant de contenu publié sur internet sur l'orientation, mais juste le contenu organique de qualité se fait recouvrir par deux types de contenus, ça c'est un autre vrai sujet. C'est vrai. Mais il y a et dans l'éducation justement, je trouvais que l'excellence, on la retrouve dans le monde du conseil en stratégie, de la finance de marché, et pas dans le monde de l'éducation. Et on jugeait tout à fait normal que tu puisses avoir des articles ou des contenus publiés par des personnes du marché, ou je sais pas, on publiait des contenus à l'époque, les écoles par exemple annonçaient des plans stratégiques. On parlait de trajectoire financière, on voyait très bien que les journalistes à côté ne comprenaient pas ça. Et donc on avait une couverture journalistique du secteur qui pour moi était très lacunaire. Ou des notions aussi basiques que la rentabilité d'une école, qui devient d'ailleurs un sujet aujourd'hui, ou les investissements dans les campus, c'était pas un sujet. Et ça me rendait fou. Et idem sur le contenu, on parlait à des prépas, quand on parlait à des prépas, en géopolitique, en mathématiques, c'est très précis, tu vois. On est sur un niveau qui est très élevé. Et avec Marche Repas, on a eu aussi la chance d'avoir des interlocuteurs d'un niveau dingue. Frédéric Meunier en géopolitique, Frédéric Bretéché en culture générale, et plein d'autres profs, Anne Battistoni en géopolitique, etc., qui incarnent l'excellence. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Ensuite, l'excellence ne veut pas dire l'exclusion. Ça, c'est un vrai sujet. Et je trouve aujourd'hui que, justement, la deuxième très grande valeur, c'est le mérite. Alors, c'est pas forcément une valeur qui... la méritocratie, c'est hyper important. Tu crois à la méritocratie encore aujourd'hui ? En fait, oui, sinon je serais parti faire autre chose. Si je pensais que aujourd'hui, l'intégration des grandes écoles ne serait que purement oligarchique, ce qui est de plus en plus le cas, je ne serais pas à faire un cours au collège. Je serais parti peut-être renouer avec ma passion initiale, qui est la finance. J'ai pu, après avoir revendu tout Empower, m'amuser un peu sur mes investissements, etc. C'est une passion. J'aurais peut-être pu en faire mon métier, j'en sais rien. Mais c'est pas ce qui va me donner une forme de sens à ce que je fais au quotidien. Là, je garde sur le côté. Mais en revanche, une société où les personnes qui accèdent aux responsabilités ne sont que celles qui sont bien nées, qui ont les capitaux culturels et financiers issus des parents, et qui accèdent à des postes à responsabilité, c'est un putain de problème, vraiment. Et je le dis cash. Et je pense qu'aujourd'hui, on l'a vu dans tous les cas que on avait des élites ces dernières années qui sont de plus en plus déconnectées. On a des personnes qui grandissent dans certains endroits, dans des quartiers particuliers, qui accèdent aux hautes responsabilités, en passant, on connaît le classique école d'Alsacienne, Stanislas, etc., qui n'ont aucune vue de ce qu'est le pays, qui n'ont jamais passé le périphérique, qui vont te rabâcher des discours sur l'impact en allant tous dans les mêmes villes, parce que c'est accessible en métro depuis Paris. Par contre, quand il faut prendre un RER ou un Transilien, il n'y a plus personne, parce que, on va quand même pas déconner, l'impact c'est bien dans les salons haussmanniens, mais aller sur les territoires et dans la France moche, faut quand même pas déconner. Et donc, on a aujourd'hui, et je le dis cash, on a cette incapacité, je trouve, d'avoir des élites qui puissent incarner des histoires d'ascension et d'inspirer d'autres personnes. Et il y a un phénomène qui est hyper intéressant, c'est... Attends, je te coupe juste. Vas-y, on l'entend là. Ouais, on a la femme de ménage à côté qui passe l'aspirateur, je pense. Dans la chambre d'à côté, vous inquiétez pas, c'est normal. Tout va bien. On est à l'hôtel avec Mehdi à Paris. On est tranquille, il fait bon. C'est comme à la maison. Ouais. Exactement. Vous imaginez maman ou papa en train de passer l'aspirateur. Exactement. Et non, mais par exemple, il y a un truc aux États-Unis qu'on comprend pas forcément en France, mais c'est que aujourd'hui, notamment, tu as une figure qui a, à mon avis, aussi, on parle beaucoup, l'élection présidentielle américaine vient d'avoir lieu. On parle beaucoup de Donald Trump et d'Elon Musk, comme personne qui a vraiment permis de faire basculer l'élection. Mais un autre sujet, c'est son vice-président, J.D. Vance. J.D. Vance, c'est quelqu'un qui a des territoires, qui a une carrière d'ascension sociale qui est formidable, et qui du coup, sur des profils de personnes qui se projettent avec de l'ambition, a fait basculer des votes. Et il y a un documentaire Netflix qui est sorti sur lui il y a pas très longtemps, ou un bouquin, où on raconte un peu son histoire en tant que jeune des terres du Midwest, qui découvre un peu le monde des universités, etc. C'est
assez inspirant et il a retourné le cerveau de jeunes justement qui se disaient Donald Trump est quand même un peu timbré par pas mal d'aspects, je pourrais jamais voter pour un mec comme ça. Par contre, entre une Kamala Harris qui me semble très distante de Washington, qui semble être l'incarnation de l'élite politique dans laquelle je me reconnais pas, et ce J.D. Vance qui il a fait du venture capital, après a fait l'université université, qui a un vrai parcours d'ascension sociale où il a connu effectivement cette période de misère, d'isolation géographique totale dans le milieu où il a grandi, bah ça peut inspirer des gens. Et je pense qu'aujourd'hui, en France en tout cas, on a des élites qui sont uniquement déconnectées et qui ne travaillent que qui ne travaillent que dans un microcosme, qui ne vont jamais aller voir ce qui se passe dans la vraie France, ne serait-ce que déjà sortir de la grande couronne serait un exploit, et qui prennent des décisions sans savoir ce qu'il en est sur le terrain. Et ça, moi, c'est un vrai sujet et c'est très bête, mais je prends l'exemple du lycée de Villarrois-Guyancourt, c'est le lycée dans lequel j'étais. On a le plateau de Saclay qui est à 10 km à côté. Même le campus de Jouy est à 8 km. Personne au lycée ne nous parlait d'HEC. C'est dingue. Je dis 8 km, c'est même 7 km à vol d'oiseau. 7 km, c'est rien. C'est dingue. Et le truc, c'est que, et encore, on est en Ile-de-France. On a le plateau de Saclay juste à côté. Et moi, je me souviens, c'est une anecdote que me racontait toujours ma mère. Et on rentrait des grandes vacances. On passait par le plateau de Saclay quand on montait, etc. Et on passait par là, et je disais à ma mère, il y a des super écoles ici, l'école polytechnique, je connais pas trop les écoles de commerce, mais il y avait Centrale, Polytechnique, etc. Ma mère regardait les enfants de polytechniciens, et je me disais, elle a quand même l'air d'être géniale, ces écoles-là. Mais quand t'habites au fin fond de Limoges, quand t'es de Perpignan, etc., t'as pas ça. Et donc, en terminale, t'as des groupes qui créent des écoles à but purement lucratif, qui vont te dire, viens chez nous faire du commerce, du marketing, etc. Tu vas avoir un NCP qui a pas une très grande valeur. Et on te dit, non, mais c'est très bien, ça te suffit. Et donc, tu crées deux castes, et vraiment deux castes, avec la caste des sachants, qui ont un patrimoine culturel et économique, où ils savent très bien ce que c'est qu'une grande école, et qui savent du coup aussi décrypter le bullshit des grandes écoles. C'est-à-dire qu'on a aussi ce vrai sujet-là, c'est que le bullshit revient en force. On a des grandes écoles qui disent aussi pour beaucoup, nous, ce qui nous intéresse, c'est fin du monde versus fin du mois. Et donc, aujourd'hui, ce discours où ces grandes écoles disent former une jeunesse responsable pour un monde meilleur, etc., en fait, quand ta famille a un patrimoine culturel et économique, tu vois une affiche d'école qui te dit nous créons le monde de demain, responsable, etc., à impact et tout. En fait, quand tes parents connaissent cet univers-là, ils savent très bien que c'est une école de commerce qui a formé des financiers, des consultants et des marketeurs. Voilà. Mais quand t'es pas de cet univers-là, tu vois ça, tu te dis, ok, donc d'un côté j'ai une école qui me vend ça, je comprends pas trop ce que c'est parce que c'est verbeux. De l'autre côté, une école qui me dit, tu vas devenir manager, tu vas faire du business, et en fait, on s'occupe de la fin du mois et pas de la fin du monde. Tu vas être plus sensible au deuxième discours. Et ça, c'est un vrai sujet pour le coup. Et donc, tu te retrouves avec un schisme total où tu as des castes élites qui se reproduisent entre elles, qui ferment un microcosme qui est de plus en plus minoritaire parce que justement, à l'inverse, dans les provinces, de toute façon on prend une carte d'élection européenne, les premières listes arrivent en tête. Voilà. J'ai l'impression que ça a un peu toujours été comme ça, finalement. C'est pire aujourd'hui. Parce que l'éducation étant devenue un marché, il y a des budgets marketing et communication de ces structures-là qui sont sans commune mesure et qui inondent TikTok, Instagram, etc. de publicités plus agressives que les grandes écoles qui justement, pour moi je trouve, sont trop dans la demi-mesure et beaucoup trop dans le bullshit. Qu'est-ce qu'on s'en fiche du classement les EcoStart, Vert, Green, RSE? Ça, c'est un truc qui est pas du tout, pas le dire, tu vois. Voilà. Et aujourd'hui, les grandes écoles vont se gargariser de ça, mais quand elles mettent ça en avant, elles parlent d'une certaine couche de la population, pas celle qui vise la fin du mois. Et moi, je trouve vraiment que tu as ce volet de séparation qui est très net. Par exemple, ce que tu as fait toi quand tu étais en prépa ou quand tu étais en école à HEC, tu penses pas que tu aurais pu le faire dans une autre école? Franchement, je sais pas. Parce que ça vient de toi, tu vois. Ouais, bah c'est mon parcours. Mais après, j'ai aussi ce côté de. C'est ce que toi, tu as fait pendant ta scolarité, finalement. Oui, c'est sûr. Mais c'est aussi le fait que y a un truc aussi qui est très con. Mais à HEC, je voyais des personnes qui, si cette personne n'avait pas eu 40 000 euros de cours particuliers dépensés en 2 ans avec masterclass prépa à 10 000 euros par an, t'aurais pas eu la même réflexion. Ouais, mais en fait, je voyais des personnes qui n'étaient pas très smart à HEC. Parce que depuis leur plus tendre enfance, on leur dit tu auras HEC, mon fils, ma fille. Et ils se retrouvent là, et je me dis, c'est quand même dingue parce que tu les vois en cours, tu les vois en soirée, etc. T'en as qui sont brillants, pour le coup, il y en a pour qui t'as rien à dire, mais t'en as qui, depuis leur plus tendre enfance, ont des stages sur les vacances, qui sont aidés et on leur parle de HEC depuis qu'ils sont très jeunes. Peut-être que ces gens-là, ils n'avaient pas envie de faire ça.
Probablement. Aussi, hein. Mais à l'inverse, tu as des personnes qui sont brillantes. Et moi, je vois. Et je vois, mais c'est bête. Moi, je rentre très souvent à Guyancourt. Guyancourt, mes parents vivent encore à HLM. Il y a les amis de ma mère qui ont des gamins qui sont au lycée aujourd'hui. Ouais. Et ben, tu vois, il y en a qui peuvent avoir des 13, 14, 15 de moyenne, qui devraient aller en prépa, qui devraient faire des grandes écoles, ou qui devraient même passer les concours ST des grandes écoles. Mais les concours ST, c'est une vaste blague. Ça coûte 3 000 € pour préparer, t'as pas de prépa publique, c'est privatisé comme jamais. On le fait gratuitement, je sais même pas en collège, je pense qu'on en parlera peut-être un peu après. Qui se disent, du coup, bah, j'ai cette école qui est dans le coin, qui va me vendre un master, etc. Ça me semble pas trop mal, j'y vais. Ils gâchent leur potentiel. Et tu vois, là, je sors de 3 jours de salon, mais c'est un truc qui me dépasse. T'as des jeunes qui ont 16, 17 de moyenne en terminale. Tu vois, je fais pas de physiologie, mais tu vois, la manière dont ils sont habillés, c'est moi aussi, quand j'étais au lycée, je me sapais mal, j'avais des vêtements babou, hein, voilà. Et c'est le quand les fins de mois étaient plus sympas. Mais tu vois très clairement que voilà, j'ai des jeunes là, j'ai reçu un dossier hier soir parce que la personne était très active. 17 de moyenne en première, c'est admis sur son premier trimestre de terminale, ne connaît pas HEC, ne connaît pas Sciences Po, ne connaît pas l'école polytechnique. Bah oui. Qui c'est pas la cible. Et elle me raconte, elle avait un sac d'une école de marketing du luxe à la con à la main et elle se dit ah ça m'avait l'air vraiment bien, etc. Bah, et du coup, tu fais tout. Et du coup, moi, je passais énormément de temps avec les parents sur les stands, etc., expliquer ce qu'est une grande école, etc. Ouais. Et juste, même, je lui dis, mais viens même pas chez moi d'ailleurs. Pars en prépa, tu vois. Quand t'as ces moyens-là, faut que tu fasses une prépa. Et c'est un truc où, voilà, soit tes parents savent ce que c'est, et tu vois, après, c'est vraiment, c'est que les parents, tu vois, à la fois, ils te remercient vraiment, sa mère, elle me prenait la main, oh, merci monsieur d'avoir expliqué, etc. Donc ça, tu te sens un peu utile, c'est vrai. Ouais. Mais, soit tu connais, soit tu connais pas. Et cette jeune fille, en vrai, moi je veux trop que dans 2 ans elle m'appelle et me dise ah bah j'étais admissible à lycée, j'en sais rien, etc. Parce qu'elle a un potentiel de fou. Bien sûr. Mais tu penses que, par exemple, cette personne-là, elle pourra intégrer HEC? Elle pourrait. Des profils comme toi, il y en a pas tellement, tu vois. En fait, le truc c'est que un profil comme moi, j'ai dû faire preuve d'une curiosité folle pour depuis le milieu où j'ai grandi, pouvoir connaître ça. Et le problème c'est que au nom de quoi, quelqu'un qui aurait des parents qui viennent du dernier décile de revenus devrait fournir 100 fois plus d'efforts pour arriver à une top grande école que quelqu'un qui est né de parents qui sont dans le premier décile de revenus. C'est absurde, tu vois. Et moi, je veux juste que en fait, la quantité d'efforts, l'accès à l'information. C'est ça, exactement. Ouais. On est toujours sur ce défi et à l'information, quoi. Après. Exactement. On peut retirer le IN. Mais oui, parce que et surtout, je pense aussi que il y a eu une réforme qui a fait beaucoup de mal aux classes préparatoires, c'est la réforme Blanquer, où on a rendu les maths facultatives au lycée. Sauf que le socle des mathématiques forcément. En prépa, alors moi je comprends pas pourquoi en prépa ECG on avait une filière avec je sais pas 7 heures de culture générale, 7 heures de jeux politiques avec peut-être dominant le jeu politique, mineur économie, peut-être 6 heures de jeu politique, 3 heures d'économie ou inversement, et non pas 8 ou 11 heures de maths, mais 5-6 heures de maths. On se concentre sur ce qui va servir dans les sciences de la donnée, de l'analyse, des probas, etc. Et une voie qui serait du coup ouverte à la deuxième doublette de matière la plus prise en terminale, qui est SES, HGGMC, donc sciences économiques et sociales, géopolitique. Aujourd'hui, donc la doublette la plus conservée en terminale, c'est maths, physique en voie générale. La deuxième, c'est géopolitique et sciences économiques et sociales. Le vrai sujet, c'est que dans les couches élitistes, on va dire aux gamins, continuer à faire des maths, parce qu'on sait que les maths ça t'ouvre toutes les portes. Donc quand même tu voudras faire une école de commerce, tu vas continuer à faire des maths. Là j'ai un nombre de dossiers qui est colossal, de jeunes, notamment de jeunes filles, qui sont intéressées par le monde des grandes écoles de commerce, mais qui ont gardé géopolitique, SES, parce qu'elles se disent, moi je suis intéressé par le management, le business. Ce qui est logique. Mais oui, mais c'est le doublette la plus prise. Pourquoi tu garderais des maths sur ton programme, alors que tu vas vers des métiers du commerce où tu te dis pas que les mathématiques sont à la base de tout. Parce que les notions mathématiques à maîtriser pour faire du business au quotidien, on bosse toi et moi dans des entreprises du business depuis longtemps, on sait très bien que la proportionnalité suffit déjà amplement. À la rigueur en finance, une loi exponentielle peut être chouette et plus loin de l'optimisation, mais il n'y a pas besoin de tout ça. Et donc, quand on n'a pas des parents, des
personnes qui savent, le système, qui connaissent le système, des sachants, on ne sait pas. Et donc aujourd'hui, les prépas sont fermés à ces profils à GGMC, SES. C'est complètement con. Et du coup, on se retrouve avec, on prend les chiffres BSE 2023. Elles sont fermées à ces profils parce qu'elles ont des difficultés. Elles ont eu des difficultés quand elles étaient, ces profils étaient en classe. Et on a une baisse du nombre de boursiers qui est colossale. Et je parle en prépa commerce, mais c'est aussi en prépa scientifique. Mais on a eu une baisse de boursiers de l'ordre de 15 ou 16% et des jeunes filles de 12 à 13% en un an. Effet de la réforme Blanquer. Parce que les maths sont devenus facultatifs au lycée. Et que tout le monde est diplômé. Est-ce que tu peux intégrer une école comme HEC sans faire de prépa? Oui, tu peux. Ah, mais alors là, après, on rentre dans des techniques d'optimisation utilisées par l'élite assez folles. Mais en gros, disons, t'as un patrimoine super important. T'as un gamin qui a 16-17 ans, il est pas très brillant. Tu l'envoies à l'étranger. Il part faire un truc à Londres, en Italie, etc. Tu prépares à fond sur les entretiens. Et une licence à l'étranger. Et peut-être il peut candidater à HEC, mais il candidatera aussi à l'ESSEC, à l'ESCP et l'Orine parisienne. Ça, c'est une technique d'évitement de la prépa connue depuis 20 ans dans les sphères parisiennes, pas très loin de la Romée, en train de tourner ce podcast-là. Mais oui, ça existe. Et voilà, après, je trouve que le concours ST d'HEC souffre pas mal ces dernières années, mine de rien. Et moi, alors j'espère un jour qu'un étudiant au collège sera admis dans les STHEC parce que j'en ai vraiment des brillants. Donc là, on va essayer de faire tout pour que ça puisse se produire. Du coup, c'est quoi l'idée de Empower College? Alors l'idée de Empower College, c'est que je voyais l'essor des écoles en alternance dès 18 ans. Parce que les jeunes veulent travailler. Pourquoi? Parce qu'à 18 ans, quand tu peux ramener 800 € à la maison, c'est énorme. Et aujourd'hui, on a une inflation des frais de scolarité qui est colossale. Depuis 2015, on publie l'enquête, publiée sur la prépa et Dimitri fait toujours l'enquête de référence sur les frais de scolarité en France. Ça a augmenté de manière complètement folle parce que les grandes écoles sont nourries par un modèle autour des classements qui repose sur la recherche. Et donc, on a une tonne de profs chercheurs qui parfois sont sur des thématiques intéressantes, parfois pas du tout, et qui coûtent une blinde aux écoles pour optimiser leur classement. Et donc, s'ensuit, avec aussi le corollaire de la baisse des subventions publiques, la nécessité d'augmenter les ressources propres, d'où l'augmentation des frais de scolarité. Et on arrive sur des niveaux qui sont complètement dingues. Aujourd'hui, on a 3 écoles à plus de 60 000 € les 3 ans pour les PGE, et on a des bachelors qui vont monter... on a des bachelors à pas loin de 100 000 € aujourd'hui. Et des PG en 5 ans qui vont suivre cette trajectoire aussi probablement dans les grandes écoles dans les 4-5 années à venir. Et de ce fait-là, aujourd'hui, un jeune se dit, la grande école, je peux pas, j'ai pas l'argent pour. Même quand tu ouvres une plaquette et que tu as frais de scolarité, 25 000 € par an pour HEC, ou aujourd'hui on est plus, si on va à 25 000 pour le PGE. On va pas être très loin là pour l'an prochain. En fait, mécaniquement, tu te censures. Et c'est pour ça que moi je pense que les frais de scolarité en général en fait ne sont pas assez élevés pour la simple et bonne raison que quand tu es fils de millionnaire, tu peux payer 150 000 € de frais de scolarité pour HEC, t'as aucun souci. Par contre, le système de bourse est très puissant et on en revient au système américain qu'on décrit beaucoup dans la Ivy League, mais typiquement aujourd'hui à Stanford, si tes parents gagnent moins de 100 000 $ par an, tu payes 0 frais de scolarité. Juste, le tarif affiché est très élevé. Parce que ceux qui peuvent se le permettre financent ce modèle. Et à Stanford, oui, on peut payer 80 000 $ par an pour Stanford, ça reste rentable. Les parents ont énormément de moyens. Par contre, quand tu fais partie du dernier tiers de revenus, c'est gratuit. Et moi, je veux qu'HEC pourrait coûter 55-60 000 € par an en tarif général. Mais par contre, HEC devrait mettre beaucoup plus de moyens sur les bourses par une tarification qui correspond un peu à ton niveau de patrimoine. Et moi, je me souviens d'une promesse qu'avait fait Peter Todd, qui a été trahi de sa part quand il avait dit en 2015-2016 qu'il allait continuer à augmenter les frais de scolarité, mais que le corollaire serait une augmentation très forte du niveau des bourses. Et c'est simple, à la C2FM, on peut voir chaque année quel est le niveau de bourse donné par les écoles. Sous son mandat, les frais de scolarité ont effectivement explosé, les salaires des profs chercheurs ont explosé, les bourses ont diminué. En nominal, même pas en proportionnalité, en nominal, les bourses ont diminué. Donc c'est quelque chose qui inverse avec PRH et c'est vraiment bien qu'il le fasse, mais il faut que les frais de scolarité soient plus hauts parce qu'il y a une capacité des parents à payer qui est vachement plus forte. Il faut qu'on ait un vrai système de bourse sur frais de scolarité qui dépasse la remise de 1000 ou 2000 €. Ce qui permettrait d'ouvrir effectivement à une autre catégorie, une autre classe. Mais ouais. Et à l'époque, HEC était totalement gratuite pour les boursiers quand j'étais au lycée. Et je me souviens, au CDI, il y avait des affiches d'HEC avec une forme de barrière. J'en souviens 15 ans après. Avec une forme de barrière du style ici, votre professionnel ne doit pas déterminer ça. C'est un truc, une campagne qu'avait fait Ramadanso avant de partir. Bernard Ramadanso, qui était le grand dirigeant d'HEC à l'époque. Ça, c'était ouf. Parce que tu avais visuellement le fait que, ok, j'ai pas d'argent, mais je peux y aller.
Et je me souviens de cette affiche avec une barrière. C'était la meilleure campagne de com d'une école de commerce parce que c'était concret, c'est pas bullshit. Ouais. C'est pas des éléments crée une agence complètement random payer une fortune à Paris. Non, c'est concret. Ouais. Et ça, c'était un truc qui, en tout cas, moi, après avoir vu ce truc-là, parce qu'en terminale, du coup, je commençais à me renseigner sur les écoles, etc. Et j'avais vu cette pub sur Challenge et l'étudiant et Capital. Et je trouvais ça ouf. Et moi, ça m'a matrixé. Quand je me suis dit que j'ai fait une prépa, j'ai vu ce truc-là, je me suis dit, ah ouais, putain, c'est ouf. Donc, Empower College, l'objectif, effectivement, c'est de faire rentrer des... Donc l'idée, c'est d'aller dans les territoires. En BTS, c'est ça, Ouais, on prend un diplôme qui est relativement facile à valider, c'est le BTS. Ouais. Donc on fait NDRC, donc négociation, digitalisation de la relation client et compta gestion pour les profils un peu plus quanti. Et le but, c'est de prendre un diplôme très simple, le BTS, qui est en vrai très accessible. Qui aime, quand on dit parfois des étudiants qui ont 14-15 de moyenne, nous on fait du BTS, on s'y met, moi je préfère faire une vraie licence ou autre. Mais en fait, on utilise ce diplôme qui est très simple pour ajouter des éléments complémentaires. On va avoir des cours d'éloquence, des cours de géopolitique, des cours d'expression personnelle à travers d'écoles qui sont pas forcément dans l'éloquence pure, mais dans l'expression d'une capacité à argumenter sur l'actualité ou sur l'économie ou sur la géopolitique. Un peu comme ce que tu peux faire en prépa. C'est un peu ce que tu peux faire en prépa, sauf que t'as pas cette pression et tu n'as pas ces 8 à 11 heures de maths qui aujourd'hui dégoûtent beaucoup de jeunes filles et de jeunes Français qui n'ont pas fait de maths au lycée, qui n'ont pas continué à faire de maths. Et l'idée, c'est à travers une passerelle, donc on a un partenariat avec l'EDEC, où à l'issue de 2 ans, donc là c'est une voie qui est dédiée aux meilleurs étudiants, ils peuvent faire la passerelle vers l'International MBA de l'EDEC sur les 2 années qu'ils peuvent faire en alternance, de manière à ne pas rembourser de frais de scolarité, et donc ensuite advienne que pourra, soit ils veulent rentrer sur le monde du travail directement, soit ils veulent chercher un master, parce que l'EDEC a des MSI qui ont le grade de master, ils peuvent continuer là-bas ou ailleurs, dans d'autres écoles d'ailleurs, faire des MES et des MSI ailleurs, même si on leur dit attention, nous ce qu'on veut vraiment c'est que vous ayez un vrai master, pas un RNCP de niveau 7 simplement. Et sinon il y a une autre voie, où ils font 2 ans chez nous, plus 1 an de préparation au concours ST, et donc ensuite ils peuvent intégrer une galaxie de grandes écoles qui ont ce grade visa de master, avec des écoles comme Eclared, comme Neomas, Cambridge, etc. Et l'idée c'est de pouvoir aussi... les écoles de la conférence des grandes écoles. C'est ça. Ce sont littéralement les 35 meilleures grandes écoles de France sur les 400 écoles de commerce qui existent en France. En France, il y a 400 écoles de commerce. Sachant qu'on est quand même en France et on est dans un système qui est plutôt bien. Ouais. Voilà. Et l'idée c'est que en allant chercher une vraie école reconnue, comme Eclared et comme d'autres, il y a un accompagnement, il y a des cours, il y a des vrais examens. C'est pas juste un petit RNCP bullshit qu'on va avoir, et ça c'est vraiment important je trouve sur le volet. Et d'ailleurs je dis petit RNCP. Pour moi un petit RNCP bullshit quand c'est un petit RNCP management, autant aller chercher un grade de master. Pour des spécialités très précises sur des marchés cybersécurité, marketing digital du sport, si on est sur un secteur de la demande, un RNCP peut faire sens, un RNCP niveau 7. Par contre, sur quelque chose de généraliste, il faut chercher un grade de master quand on peut. Il faut aller plus loin, C'est ça. Ok, donc Empower College. De toute façon, les gens qui sont intéressés, ils peuvent aller voir sur internet. C'est ça, empower-college.com. Tu mettras un lien en description, le classique des podcasts. Et donc là, aujourd'hui, on est ouvert à 50 ans en Yvelines. Et l'idée, c'est de mailler notamment des villes qui n'ont pas de grande école, qui n'ont pas de prépa. Et donc, on a cette ambition en 10 ans de former 10 000 trajectoires d'ascension sociale. Et donc, on discute dans des bassins industriels, parfois secondaires, mais d'aller ouvrir des implantations là-bas. Je donne pas de nom, mais c'est des bassins d'agglomération de 200 000 habitants, grosso modo, qu'on vise, qui n'ont pas de prépa et qui n'ont pas de cursus de grande école à proximité. Donc, il y en a plein. Mais alors, il y en a 85. En France, quand on baisse à 100 000, on en a 85, mais il y a des groupes qui maillent le territoire français de quasi franchise de l'éducation, avec des marques qui font des BTS, etc., pas forcément très sérieux, et ça on peut le faire de manière beaucoup plus sérieuse, et des implantations de BTS dans des villes secondaires qui n'ont pas de grande école ou pas de prépa, il y en a plus d'une centaine. C'est énormissime. Et d'ailleurs, les villes sont très volontaires pour accueillir des campus Empower College. Aujourd'hui, le choix, c'est surtout, on veut faire en sorte que notre premier campus à 50 ans de Yvelines, qui est une forme de laboratoire, réussisse. Et ensuite, on pourra dupliquer le modèle ailleurs. Mais il faut vraiment... Et toi, Empower College, ça fait un peu américain. Parce qu'en France, le collège, c'est pas... Ouais, mais le collège, ça vient, le collège de Sorbonne, c'est français. C'est le collège de France. Le mot collège pour utiliser dans le supérieur, c'est français, de base. Et c'est pour ça que je reviens à cette notion-là. Et c'est vrai que, notamment, alors, un prof...
prof de latin au lycée qui dit mais oui, vous appelez un peu hors collège, on est en France. Je dis ouais, bah revenez dans une du mot. Vous aimez faire du latin, donc elle m'avait embrouillé. J'étais là. On n'était pas en français. L'école en puissancement, elle avait sorti ça. L'école en puissancement. Ouais, l'école en puissancement. Je pense que là en termes marketing, ça fait pas, c'est pas incroyable de l'appeler un petit logo, une école supérieure d'empuissancement. Le S, ça m'avait suggéré. J'étais là, non, pas fou. L'école en puissancement. Ouais. Eh ben non, donc Empower College, on vous mettra le lien en description. Et donc en fait, ça fait quand même pas mal d'années que tu fais de l'entrepreneuriat, tu as commencé très jeune. Ouais. Donc en vrai, j'ai littéralement commencé à vendre des trucs à 10 ans, tu vois. J'en ai 19, j'ai la majorité entrepreneuriale, j'ai 29. T'as 29 ? Ouais. Ouais, 19 ans d'entrepreneuriat. Ouais. T'es l'entrepreneur le plus jeune et en même temps le plus... J'ai le plus vieux des jeunes, tu vois. Non, mais ce qui est très drôle, du coup, c'est que notamment, alors j'ai cette passion pour Internet, mais c'est vrai qu'il m'arrive d'aller parfois dans des réunions d'entrepreneurs et autres, et de parler de ce que l'ICOS a fait en 2006, de Caranel ou de trucs vraiment à l'ancienne. MSN. Et moi, j'ai vécu ça, tu vois. Ouais. Et sauf que les types qui étaient à l'époque à la tête de ces trucs-là... T'as connu FrontPage? Lequel? FrontPage. FrontPage? Ouais. Non, ça j'ai pas utilisé. Ça, t'as qu'à le connaître plus que moi. Non, mais attends, il y avait des trucs e-France. Moi, justement, quand e-France est en train de mourir quand je commence à aller sur Internet, tu vois. C'était le premier portail de Marc Simoncini, qui a été racheté par Vivendi, je crois, je sais plus. Mais ça commençait à mourir et moi, c'était un peu le début du web 2.0, tu vois. Ouais. Et c'était aussi un truc. Tout le début, ouais. 2008. C'est ça. Ouais. Et c'était aussi le début d'un truc sur lequel j'aurais peut-être dû plus mettre mon temps, mais c'était aussi le début des crypto-monnaies. À l'époque, quand j'avais pas 18 ans, j'avais pas de compte en banque. J'avais mis $100 de crypto-monnaie dans le début des années 2000. Là. Ouais, bah moi c'était plutôt 2011-12. Et à l'époque, il y avait des bitcoin faucets où tu cliquais sur des sites, ça t'envoyait des bitcoins sur ton portefeuille. C'était une dinguerie. Et à l'époque, tu devais run le client bitcoin sur ton ordinateur directement pour que les transactions se mettent à jour. Moi, j'ai connu ça. C'était très drôle. Parce que je peux pas me faire payer autrement. Mais évidemment, je n'ai pas gardé ça parce que tout le monde dit, s'il avait acheté 1000 euros de bitcoin, c'est pour ça que je te dis ça. Et aujourd'hui, tu serais milliardaire. Oui, voilà. Et oui, bah, c'est comme, j'ai vu encore hier, il y a quelqu'un qui a vendu une app sur eBay d'organisation de lifestyle qui s'amuse très souvent à mettre la somme, donc il a vendu ça pour 4280 bitcoins, un truc comme ça, et là hier il a touté la somme, ça représenterait aujourd'hui 430 millions de dollars, sauf qu'il l'a converti ça en cash pour 10K à l'époque, donc voilà. Ça arrive. Il y en a plein des histoires sur le bitcoin, le mec qui a acheté une pizza. La pizza, ouais. La Pizza Day, c'est un événement dans la communauté. C'est un gros événement, bien sûr. Ouais. Ou celui qui a perdu son disque dur. Ça, c'est très courant pour le coup. Donc, avec ton expérience, j'ai envie de te demander si tu as un conseil à transmettre, tu vois, à quelqu'un qui souhaite, un jeune aujourd'hui par exemple, tu vois, qui souhaiterait créer son entreprise. Ouais. Ce serait quoi ton conseil? Alors, je dirais, oublie TikTok, oublie YouTube, vraiment. Enfin, en fait, ça dépend, mais aujourd'hui, comme n'importe qui peut créer du contenu en masse, on a vu une forme d'émergence de créateurs de contenu qui vont parler à jeunes, qui vont être vraiment parlants pour les jeunes. Et je sais pas, aujourd'hui, après 6 mois de stage en M&A, tu vas t'improviser star du M&A sur Instagram et TikTok. Aujourd'hui, je sais pas, on a même ce modèle d'infopreneur. Qui pour moi est un vrai danger, où justement certains jeunes vont dire pourquoi je ferais une grande école, pourquoi je ferais Éclaired alors que je peux acheter une formation de Yumi Denzel. Ça c'est un vrai sujet. Ouais, mais c'est un vrai sujet parce que des petits jeunes de 18-19 ans ils se disent non mais moi je me forme en business avec Yumi Denzel, pas avec l'école. Et ça c'est un vrai sujet. Moi je dirais et surtout et moi c'est un truc par contre qui est hyper important, mais c'est de lire vraiment. Il y a des bouquins. Enfin, lire, c'est une conversation avec les esprits les plus brillants du monde. Donc, pourquoi passer son temps à scroller le cours de Yumi Denzel de dropshipping sur Shopify alors que tu pourrais lire le bouquin de Peter Thiel sur 01. Par exemple, moi j'ai lu le bouquin de Peter Thiel 01 en 2014. Clairement, sur Marge Repas, ça m'a structuré ma pensée. Il disait d'aller chercher un monopole, de petite taille, mais un monopole. Et donc moi, au début, avec Marge Repas, je me suis dit, ok, mon monopole, ça va être le marché des médias post-prépa, avant d'imaginer faire autre chose, mais c'est un marché tout petit, qui faisait à l'époque 2 millions un marché à 2 millions d'euros par an, c'est tout petit. Mais je cherchais mon monopole. C'était le seul.
Et bah non, on avait quand même l'espace prépa, on avait l'étudiant, le Figaro qui a des petits budgets, etc. Ouais, mais par contre, c'était un micro truc pour eux parce qu'ils font des salons et c'est vachement plus gros pour eux. Mais je me suis dit, ça va être mon petit monopole et je vais être excellent. Et monopole, en fait, ça va être je vais me créer une forme de rente pour financer tout ce que je vais faire après. Ouais. Et j'ai vraiment conçu comme ça. Et si j'avais pas lu de 0 à 1 Peter Thiel, le titre en français, From Zero to One, je l'aurais jamais fait. Donc lire. Ouais, lire vraiment. Ça, abandonner un petit peu les réseaux sociaux, il faut y aller pour se détendre, mais pas pour apprendre. C'est ça. Ouais, exactement. Penser qu'on apprend et qu'on s'informe par les réseaux sociaux, pour moi, c'est une grave erreur. Idem en prépa, on nous faisait lire The Economist. Et moi, je dirais, en vrai, si vous pouviez lire qu'un truc et que vous êtes plutôt doué en anglais, prenez que The Economist ou le FT. Ouais, bien sûr. Mais sortez du brouhaha permanent des chaînes d'infos en continu. C'est un vrai bon conseil. Ouais, et même là, on a un truc qui est dingue. Même pas que pour les jeunes, pour tout le monde, quoi. Ouais. Bah, le fait divers. Parce que ça fait de l'audience. Je sais pas, encore hier, mais ça me faisait marrer. Mes parents sont venus manger à la maison, on regardait France 2, il y avait encore un truc sur le petit Grégory. Et c'est des trucs d'intrigue à la con. Mais oui, stop quoi. Ça encore des années. Exactement. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie, un événement en particulier, tu vois, qui t'a vraiment poussé à croire en la nécessité d'agir pour la mobilité sociale? Ouais, vraiment. Bah, en fait, c'est un truc qui m'avait marqué à HEC, c'est quand j'étais en train de discuter avec un gars. Je venais lui expliquer ma prépa, donc avec la portée que ça avait, de faire du contenu gratuit et tout. Et lui, il me sortait que cette année était un soulagement pour lui, parce que l'année dernière, il avait dépensé 40 000 € en préparation au total, entre coach nutritionniste, cours particulier de culture générale, cours particulier en mathématiques, coach de soutien moral, et appartement 200 mètres carrés dans Paris pour qu'il se sente bien, qu'il ait la salle de sport, tout ça. Je me suis dit, mais toi, mec, d'où t'es là, tu vois? Et il est rentré 375, enfin je sais plus quel était son rang, mais parmi les derniers, tu vois. Et je me suis dit, ça va pas, tu vois. Enfin, le mec, il était coaché comme jamais, il a fait tous les trucs possibles et imaginables pour un peu battre le principe méritocratique du système. Et moi, ça m'a foutu une claque, tu vois. Je me suis dit, oh, putain, ça c'est une anomalie du marché, tu vois. Ouais. Et à l'inverse, moi, je vois plein de jeunes qui sont brillants au lycée, s'orienter mal. Et ça me rend fou, tu vois. Et donc, mais ces claques-là, je les ai constamment quand je vais faire des salons, etc. Ça, c'est une petite couche de motivation qui est incroyable pour le coup. Quand tu vois, je te parlais de ce cas-là hier, mais des jeunes comme ça à qui tu parles des grandes écoles, tu dis ce que c'est, etc. Ouais, et puis surtout, à qui tu vas aussi dire, attention, parce que les écoles ne suivent pas forcément le marketing, entre un Eclairhead et je vais pas dire de nom parce que ça faut revenir dessus, mais une école à Paris qui a le plus beau stand, qui a des écrans partout, etc., mais qui manque un SCP, choisis la grande école, choisis Eclairhead. Et ça, c'est un truc sur lequel je me tue. Et tu vois, même avec Marlon Père, il y avait souvent des moments où une personne me disait, j'aurais jamais pensé à faire une prépa, et grâce à vous, j'ai fait une prépa, puis j'ai eu telle école, etc. On est super contents. Et là, si j'arrive à avoir des personnes, là, par exemple, il y a des candidats qu'on avait reçus l'année dernière en entretien, j'aurais dit, mais allez en prépa. Et là, il y en a un qui veut arrêter sa prépa pour nous rejoindre parce qu'il trouve que c'est trop dur que ça. Bon, très bien, il va faire la rentrée décalée en janvier. Mais il y en a un qui, par contre, s'éclate en prépa ECT, à Grandchamp, il me semble. Et il a des super notes, et il vise très haut. Il connaissait pas la grande école. Moi, je passe 2 tiers de mon temps à parler de ce qu'est une grande école, un diplôme, etc. Et peut-être 1 tiers de mon temps à parler d'un collège. Et ça, tu te sens vraiment la finalité. Exactement. C'est la projection de ton investissement. C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, l'objectif aussi, ils peuvent ne pas passer par chez nous. Moi, est-ce que quelqu'un à qui j'ai parlé, échangé pendant des heures, que j'ai coaché en terminale, dise je vais en prépa, je vais faire une grande école comme ça, mais je suis trop content, tu vois. Ça, c'est aussi un truc où le fait est, quand on collège, c'est pas, et c'est pas une aventure financière. Moi, c'est bon, j'ai gagné assez. je peux me lever et je veux avoir cet objectif. Voilà, je pense. Voilà. Et justement, quel est le plus grand mythe sur le succès ou l'entrepreneuriat que tu as déconstruit au cours de ta carrière? Tu vois, il y a souvent des mythes comme ça sur l'entrepreneuriat. Lever des fonds. Franchement, c'est un enfer lever des fonds. Enfin, je sais pas, nous en cours en dernière année, dans la majeure entrepreneur XHEC, il y avait ce truc. Alors comment construire une boîte, ce projet de création. Alors vous allez présenter un pitch devant des faux investisseurs et tout, mais lever des fonds, c'est un enfer. Enfin, tu perds ta liberté. Travail dans un travail, quoi. C'est vraiment. Tu perds ta liberté, tu passes ton temps à faire du reporting, et surtout tu acceptes que le matin, tu vas te lever, bâtir un business pour faire des pertes. Moi, ça me dépasse. J'ai jamais fait un exercice sans perte. Ça peut peut-être arriver comme pour le collège là, parce que du coup, on investit quand même beaucoup. Et pour le moment, jusqu'au 31 décembre 2024, il est probable que je n'ai pas fait d'exercice sans perte. Je vais peut-être en faire une petite là cette année, mais je peux pas me lever le matin pour perdre de l'argent, tu vois. Moi, c'est un truc qui me dépasse. Même
si je fais un truc moins gros après. Je suis pas Elon Musk qui construit des fusées, etc. Autant je comprends quand on fait un truc qui est fondamentalement novateur, quand tu fais de la biotech, quand tu fais un truc incroyable, perdre de l'argent, ça peut être chouette. Vraiment, tu dois investir pour de la recherche, quoi. C'est ça, de la recherche fondamentale où tu améliores l'humanité de manière scientifique, ok. Faire des pertes pour faire une plateforme de mise en relation, de je ne sais quoi, moi j'ai un peu plus de mal avec ça. Et il y en a qui le font très bien et qui ont des succès incroyables. Je pense à des boîtes, je sais pas, la marketplace meilleurs agents qui rend un service à tout le monde parce que tu as une transparence sur les prix qui est folle. Même Booking quand ça s'est créé sur le voyage, ça a fait des pertes. Se loger après le monde de faire des pertes aussi au début, c'est utile, etc. En tout cas, moi j'ai pas cette motivation-là, je pense, à faire des pertes et à rentrer dans un schéma économique où mon réveil le matin a pour 30% de conséquences le fait d'enrichir des fonds d'investissement. Un truc que je pourrais jamais faire. Alors vraiment, ça me... pour terminer, tu sais quoi, j'ai envie de te proposer de faire un petit quiz. Je crains le pire. Une petite introspection, tu vois. Allez, dis-moi. 5 questions. Balance sur le divan. Une petite séance, voilà, c'est une petite séance. Bon, à la fin, je prendrai 40 €. C'est pas cher. Ouais, c'est pas cher. À Paris, c'est un vrai métier. J'ai pas dit que j'allais être efficace. Écoute, tu vas me créer des problèmes comme tous les psys, là. Tu lances ton marché récurrent. C'est ça, en fait, tu vas devoir revenir. Coup dur. Bon, allez, on commence. Alors, si tu devais renommer ton entreprise avec le recul, quel nom choisirais-tu aujourd'hui? Laquelle Empower ou... Mais du coup, du coup, j'aurais peut-être pas nommé Empower pour regarder le mot Empower Clean pour Empower College, tu vois. Mais non, en vrai, pour moi, un nom, c'est très secondaire. C'est un peu relatif à notre discussion d'avant. C'est que c'est comment tu as vu ta marque qui compte. Ça, c'est l'histoire que tu racontes. C'est ça. Et tu vois, par exemple, Empower College, j'ai bien fait de prendre mon temps parce que j'allais l'appeler vraiment Revolutions College, avec une révolution sociétale, avec tout. Ça aurait été compliqué. Les transitions collège, en mode transition, parce que une transition technologique qui est hyper importante, transition de classe sociale et transition climatique. Mais franchement, trop compliqué. Ouais, trop bullshit. Et je me suis dit, Empower, c'est bien. En fait, c'est au sens de l'étudiant, tu vois. La raison sociale de la boîte, c'est student first, par exemple. Y a-t-il un moment où tu as pensé? Ça, c'est un peu la question. Ouais, vas-y, j'écoute ton truc. Tu sais que j'ai pas lu la fin de ton truc, donc là, je t'écoute ta question. Non, alors attends. Je la refais parce que si y a-t-il un moment où tu as pensé, est-ce qu'il y a un moment où tu as pensé pourquoi je me suis embarqué là-dedans, mais qu'est-ce que j'ai fait, tu vois? Genre, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fous là? Ouais, pourquoi j'ai l'hiver, quand je suis en Île-de-France, qui fait moche, gris, et tu peux pas partir en vacances. Et que je dois faire des trucs. Mais là, c'est une forme de sacerdoce, tu vois, parce que par exemple, aujourd'hui, moi, je suis passionné de finances personnelles. Enfin, je pourrais passer ma vie l'hiver devant un PC à jamais d'investissement, et même écrire du contenu sur ça, créer des médias sur ça. Ça, c'est ma passion un peu secondaire. Et je pense que, tu vois, même à titre personnel, je pense que je vais quand même faire un truc autour de ça parce que je pense que je m'en mordrai les doigts. Mais tu l'as fait avec Bernie, non? Avec Bernie, on a fait ce premier cours après étudiant et j'avais adoré. Juste, en fait, on faisait ça parce que c'était une période où il y avait été publié plus tôt, mais ça nous a bouffé tout notre mois d'août. Et donc, il n'y avait plus de vacances. En septembre, on devait revenir sur les écoles. Mais l'accompagnement financé pour des étudiants et pour des patrimoines en devenir, c'est bien, hein. Ça, j'exclus pas de... Une fois qu'Empower College sera bien lancé, que j'aurai mes équipes, etc., j'exclus pas de refaire un truc dans ça. Et surtout que l'investissement, aujourd'hui, c'est... Il y a trop de créateurs de contenu qui font n'importe quoi et qui vivent du contenu qu'ils créent sur la finance. Alors, en fait, j'aimerais bien le faire. Vertical, c'est tout le monde. Tu as c'est la création de capital humain. Ouais, la création de capital humain. Par l'éducation. T'as bien résumé ce que par aussi la gestion financière. Et ça, pour cette brique-là, je l'ai pas encore. Donc, ton objectif, c'est que les gens, s'ils ont envie d'avoir un accès à l'éducation, ils aient l'accès à la meilleure éducation qu'ils puissent avoir. Et tu vois, sur la verticale financière, ça fait 6 mois que je suis en train de choisir un nom. La meilleure parce finance que, tu dis? Et la meilleure finance ou le meilleur patrimoine qui puisse se construire. Et surtout que la gestion de patrimoine et la création d'un patrimoine, c'est hyper important si tu veux monter de classe sociale. Tu vois, moi, c'est terrible, mais les assurances vie qui rapportent 0%, on en a refourgué toute la vie à mes parents. Mes parents, la petite épargne qu'ils avaient, il y a des assurances vie qui te payent 0,5% par an, même quand les taux d'intérêt sont sur à 3 ans, et qui te prélèvent 2% de frais. Parce qu'ils se gavent sur le dos des petits porteurs, tu vois. Et moi, ça m'en fout. Mais bon, ça c'est un autre sujet, on n'a pas encore 2 heures. On va parler que de ça. Je crois que là, on a l'argent. On refera un épisode d'éclosion dans 2 ans quand j'aurai mes trucs de finance. Exactement. On parlera de ça. Et que tu l'auras appelé finalement Empower Finance après avoir réfléchi. Putain, c'est pas con ça, Empower Patrimoine, tu vois. Non, mais j'ai un autre nom un peu plus sympa et ça va te faire marrer parce que c'est en corrélation avec un truc que je vais faire. Tu me le diras après. Et avec l'expérience que tu as aujourd'hui, quelles règles ou conventions, tu vois, des règles ou des conventions, il y en a toujours en business. Quelles règles ou conventions tu es prêt à casser sans hésiter? Le fait de respecter les politiques, franchement. Parce que, très franchement, dans beaucoup de
Dans l'éducation, c'est un métier où il faut toujours... Enfin, tu es dans des implantations territoriales. C'est vrai. Et tu as toujours des conventions, etc. Tu vois, par exemple, truc très bête. La plupart des villes que je vise aujourd'hui sont des villes qui votent très majoritairement RN. Parce qu'il y a beaucoup de misère, etc. Pour autant, est-ce que demain, pour avoir un campus et des subventions publiques, je vais courber les chines devant un élu du RN? Mais jamais de la vie. C'est pas possible. Et pour autant, pour beaucoup de ces groupes-là, comme il y a des volontés de croissance, il y a de la proximité qui peut se créer avec certains élus du RN qui sont d'une incompétence la plus totale quand on les voit. Enfin, je vois pas comment. Enfin, bref, peut-être que l'avenir me donnera tort, hein, et que demain on aurait 2027 président ou président de RN et que j'en sais rien, j'espère pas. Mais ne pas être politisé. Et courber les chines devant des élus de toutes couleurs politiques, ça jamais, tu vois. J'ai trop de convictions et je me lève pas le matin pour aller demain saluer et venir faire et courber les chines devant un élu. Pour autant, c'est pas pour autant que la population ne doit pas avoir accès à une grande école. Mais voilà, c'est un truc sur lesquels... T'es apolitique toi ou Ouais, en fait, de manière générale, je suis assez... En fait, quand tu crois dans la notion d'empowerment et de méritocratie, t'es forcément un peu libéral. Parce que tu penses que chaque individu a le pouvoir de changer sa trajectoire et qu'il ne doit pas compter sur la société pour le faire. T'as forcément un penchant libéral, tu vois. Mais libéral, pas au sens conservateur comme en France. En France, t'as avec des partis politiques où les partis politiques qui sont libéraux sont conservateurs. À manifester il y a 10 ans contre les droits de personnes de même sexe de s'unir. Ça me dépasse, tu vois. À quelle heure j'irais manifester, me bouger le cul un dimanche alors qu'il fait 5 degrés et qu'il pleut à Paris pour manifester contre les droits d'autres personnes parce que ma conception mentale est contre... Enfin voilà, et tu peux ne pas être parfaitement pour, tu vois, tu peux te dire, mais on s'en fiche. C'est la liberté de chacun, quoi. Exactement. Et tu vois, t'as pas ce côté-là. En tout cas, en France, ce type de mouvement-là n'existe pas. Et le moment aussi où tu vas, probablement, peut-être aussi, et moi je le vois avec mes parents, mais mes parents ils font partie de cette forme de classe moyenne qui, on est boursiers, on a eu des aides, nous, en tant que jeunes avec ma sœur, mais c'est cette classe moyenne où, tu vois, ma mère, quand elle a du chômage partiel, elle n'ose pas demander le chômage parce qu'elle se dit, mais moi j'ai trop de fierté, je suis venu en France à 30 ans pour faire ça et je vais pas oser vivre, etc. Et pour autant, mes parents payent des cotisations qui sont énormes, mine de rien, au global. Et c'est vrai qu'une société un peu plus flexible sur ça me semblerait pas être une mauvaise chose parce que, effectivement, et là on l'a vu notamment avec, on parle de l'endettement en ce moment dans l'actualité, pour ceux qui écoutent, on enregistre en novembre 2024, on a un gouvernement qui a changé des prévisions de dette qui sont à plus de 6%, et avec la Covid, on a un peu perfusé tous les secteurs. Nous, on le voyait dans l'enseignement supérieur, on a quand même des concurrents en médias qui avaient des équipes qui étaient déclarées en chômage partiel, alors qu'elles écrivaient des contenus sur leur plateforme et leurs médias. En 2020, en plus, tu vois. Et il y a les noms de ces personnes-là qui ont écrit des contenus. Je me suis dit à un moment, est-ce que je vais signaler ça à l'État? Parce que, littéralement, moi, NetWemper était rentable, on n'avait pas de subvention publique, on n'avait rien. On payait des tonnes d'impôts parce que on est des pigeons, on n'optimisait pas. On faisait des résultats à 500, 600 000 euros, 700 000 euros, même pendant la Covid, 1 million de résultats avant impôts. Et paf, on payait nos impôts rubis sur ongle. Et en fait, on finançait un système où à côté, beaucoup d'entrepreneurs du secteur, il y a une boîte qui aurait dû couler avant la Covid, qui s'est relancée en déclarant tout le monde en chômage partiel, en faisant du chiffre d'affaires pendant 5-6 mois, et qui aujourd'hui a redressé sa situation. C'est indécent, tu vois. Et ça, c'est un truc qui me dépasse, et je pense que, et même au niveau de l'enseignement, de l'éducation, ou de la santé, c'est un vrai sujet où je pense qu'on pourrait avoir peut-être moins d'administratif et beaucoup plus d'efficacité. Attends, juste un truc à part, mais le nombre de démarches qui sont absurdes qu'on fait, ne serait-ce que là, pour la structure NextEdu, on veut recevoir un courrier des impôts avec le code pour activer le truc des impôts. C'est 4 fois qu'ils échouent à le faire. Tu te dis, mais et aussi un vrai sujet, c'est que souvent, et ça je me souviens d'un truc, j'avais été reçu dans un bâtiment administratif, je vais pas te donner le nom parce que on repère la situation, dans un bâtiment administratif officiel très beau. Et la personne m'avait dit, mais monsieur Cordier, vous devrez être honoré que je vous invite dans un lieu comme ça. J'ai vu ça, en fait je suis chez moi. Il dit pardon? Je dis bah oui, je suis chez moi, c'est les impôts que je paye qui vous permettent d'avoir ça. Vous êtes pas chez vous, enfin vous êtes payé, vous êtes notre service. Et la personne était choquée. Je dis bah ouais, l'idée c'est chez nous, c'est chez les Français, on vous paye avec nos impôts. Vous êtes là, vous en profitez, plus vous bossez pour nous et on vous en remercie, mais c'est chez nous. Et ça c'est un truc que dans le public,
On a une caste qui s'est un peu approprié tout ça et qui pense que dégager, nous, la haute fonction publique, c'est chez nous, etc. Non, non, trop pas, c'est chez nous. Ça appartient aux citoyens, c'est payé avec nos impôts. Tous les Français. Ouais. Exactement. Et ça, c'est un truc sur lequel, ça, tu vois, c'est un parti pris que tu peux vraiment casser facilement. Public, c'est quand c'est public, c'est public. Quand c'est public, c'est nos impôts qui payent. Voilà. Donc ça, c'est un truc que j'ai un peu de mal à comprendre au nom de quoi ce serait un privilège d'être reçu dans un lieu qu'on paye avec nos impôts. Surtout que franchement, on a payé avec Dimitri, avec toi même pas. Voilà, et même là, quand j'ai rendu là-bas, je paye. Là, j'ai un prélèvement qui arrive parce que voilà, c'est énormissime comme ça. Donc j'estime que et tu vois, par exemple, je fais pas de niche fiscale. Je n'ai, tu vois, j'ai vendu ma boîte. Je fais pas de niche fiscale. Je veux pas rentrer dans cet écosystème français où la spécialité, c'est d'avoir des avocats qui vont bosser pour toi, trouver les meilleurs placements, etc. Foutaise. Je préfère payer toutes mes impôts et être libre derrière que... tu payes tes impôts, t'es libre et t'es heureux. Exactement. Et je contribue au tout. Mais tu vois, je suis très critique sur ça. Par contre, plus je paye d'impôts, plus je suis content. Parce que, in fine, c'est dire que j'ai bien gagné, tu vois. Donc je vais pas non plus être sur ça. Par contre, c'est sûr que si on peut libérer de l'énergie pour que ce soit plus efficace au service de l'enseignement, de la santé, etc., peut-être qu'on a une surcouche administrative assez forte. Je pense, c'est clair. Voilà. Bon, vous l'avez compris, on pourrait continuer à parler avec Mehdi pendant des heures, mais on va s'arrêter là, je pense, pour aujourd'hui. Merci à toi, David, en tout cas. Séance. C'est psychanalyse entrepreneuriale. Ça va être ma verticale. On aime bien ce terme en ce moment. Merci beaucoup, Mehdi. Merci à toi. C'était un vrai moment de partage et j'espère que nos auditeurs apprécieront, je pense. Ce sera plus l'éclosion, ce sera le divan, ton podcast. Le divan. C'est ça. Merci à tout le monde et à très bientôt.